J'étais en mode, putain, ça y est, c'est fini. C'est fini. Ah, C'était long, hein. parce qu'ils ont l'air de 3 vieux enculés. Bah, l'histoire des masques. Les masques! Oh, Quel enfer! mais moi, j'en garde un bon souvenir. Et on est poursuivi par des gardes mode Benny. Voilà. Vous allez me payer en pute. Tu vois, mais il a la taille d'un bébé, quoi. Voilà. Comment devrais-je appeler ce livre? Et c'est toi qui as dit, il devrait peut-être s'appeler Rêve de gloire. Oui. Alors, bonjour ou bonsoir, oui, Gilus, ça y est, on y est. C'est la fin, non. Est-ce que c'est le commencement de la fin ou la fin du commencement de Rêve de gloire? On ne sait pas. Ben c'est la fin. Non. 5e, si j'ai pas de bêtises, vidéo sur Rêve de gloire. Ouais. Brigandine. Toujours première Et- édition, même si je t'ai offert la 2e édition, on verra s'il reviendra un jour. Oui, mais bon, moi je vous ai fait... Parce que donc, aujourd'hui, émission longue, les amis. Ouf. Alors, on démarre là. On démarre. On sait pas combien de temps ça va durer. On a prévu 2 heures au bas mot. À mon avis, on devrait pas être loin de ça. Mm. N'oubliez pas de vous abonner, mettre des likes, D'appuyer sur la cloche, mettre des commentaires, ça nous fait vraiment toujours plaisir. de vous laver le fiac. Voilà. Comme ça, on le répétera au milieu de la vidéo au cas où. Mm. Parce que c'est double vidéo, hein, on peut le dire. Ouais. Mais donc voilà, oui, Rêve de gloire. Combien d'années? Ah. 2 ans? 2 ans et demi. 2 ans Ça et aurait mis 2 ans et demi. Je pense l'avoir déjà dit, je vais le répéter ici. Les bouquins de Rêve de gloire De James Tornade. de James Tornade et le jeu de rôle Brigandine ont été mon meilleur investissement jeu de rôlistique de ces dernières années. Il y a plus ou moins 2 ans et demi, Moustache n'est pas disponible pour continuer Donjons et Dragons avec nous. Et je me décide à lancer un petit livre de campagne jouable en 5 5 séances. 5 séances. En 5 années. Donc on a fait la moitié. Voilà. Non, mais en 5 séances. Et mon parti pris, dès le départ, était de dire, je ne vais pas les forcer, je ne vais pas en faire un scénario linéaire, je vais en faire un bac à sable. Et 2 ans et demi plus tard, eh bien, Rêve de gloire est maintenant terminé. Et je pense que ça s'est bien passé. Hein. Ça s'est bien passé. En tant que joueur, qu'est-ce que tu en as pensé? Le scénario est vraiment chouette. La campagne est vraiment intéressante. Il y a plein de bonnes idées. Le contexte est super cool. Les règles sont très fonctionnelles, comme on a déjà beaucoup parlé. Je trouve que cet aspect, tu peux mourir à chaque jet de dés, ça fonctionne bien avec l'ambiance de... Chaque combat, du jeu. même contre un clochard avec un caillou, Et- tu te dis, est-ce que je vais mourir? D'ailleurs, Parce que je vais me prendre un coup de caillou dans Il y la a eu gueule. un cas comme ça sur la fin Mhm. de l'aventure. Et donc, tout ça est vraiment cool. J'aimerais bien voir comment ça a évolué dans la 2e édition de Je Rêve sais, de je gloire. ne l'ai pas encore lu. Et donc, je suis sûr que les règles ont été peaufinées comme il faut. Et est-ce que le livre Rêve de gloire, 2e édition, est-ce qu'il y a plus? Je ne sais pas. Oui, il y a visiblement, le scénario a été un peu peaufiné. On demande à James Tornade de mettre un commentaire. Voilà. Oh, Dieu, Gilus. Déjà, Non, c'est pas- très bien que Tornade lui-même ait répondu, ait fait quelques petites réflexions sous Voilà, nos anciennes vidéos. On l'en remercie. tout à fait. Et Maître Tornade, nous vous remercions pour les heures et les heures et les heures et les années d'amusement que nous ont apporté votre livre. Mais sinon, une chose qui est certaine, et je vais raconter ça pendant que tu débouches Je me disais, comment la est-ce qu'on triple carmélite. comment est-ce qu'on va présenter? Alors là, c'est la fin de Rêve de Continuité. gloire, c'est du lourd. Hein, c'est de la triple carmélite en bouteille, en grande bouteille. Bertha, Bertha. mon premier personnage féminin de longue durée, Mhm, de toute ma vie de joueur de jeu de tout à rôle. fait. Personnage réalisé sur un coin de table. Tout à fait. Que j'ai fait pour que tu testes la création de personnages. Exactement. Et j'ai vraiment apprécié jouer Bertha. C'est devenu un personnage vraiment clé dans mon... Regarde comment j'ai foiré la bonne mousse. Ouais. Donc personnage vraiment clé dans mes prestations en tant que joueur de jeu de rôle. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu
les mots de la fin de Bertha avant le combat final. Ah, si vous n'avez pas vu le speech de Bertha avant la bataille finale... Je le mettrai sûrement dans le montage. Mon cher Gilles, il faut... Écoute, je me resservirai après. Il faut que ta pauvre mousse descende. Santé. Santé, hein. Ça, c'est de la bonne mousse. C'est un goût de mousse. Non, alors ça, elle est très bonne, la triple carmélite. Mais avant qu'on rentre dans les détails, qu'on passe derrière, qu'on fasse passer nos chers voyeurs derrière le cache du maître du jeu, est-ce qu'on ne continuerait pas simplement avec un Histoire au coin du devin classique, Bien où sûr. on termine de raconter l'aventure. Ok, ici on va raconter l'aventure, et après tu vas donner un petit peu les coulisses, parce que tu as dit qu'il y a plein de choses qui ne s'étaient pas passées du tout, comme c'est dans le livre, et pas du tout comme tu avais prévu au-delà du livre. Je crois que c'est déjà dès notre deuxième émission sur Rêve de gloire, où je disais c'est une version complètement mutante et complètement étrange de ce scénario, qui, à la base, et je ne dis pas ça de manière péjorative, c'est un scénario linéaire. Et quand j'ai décidé d'en faire un scénario bac à sable, évidemment, ça a ouvert des portes dans tous les sens, et j'ai dû improviser des trucs. Mais là, je vous révélerai le poteau rose dans la deuxième partie de l'émission. Ouais. Puisque... Mais quand on dit deuxième partie, c'est la fin de cette émission. Ce Oui, sera pas une deuxième vidéo. C'est pas une émission en deux parties. Voilà. Et donc, je pense que la dernière fois, on s'était arrêté. Donc, il y a eu le combat contre le masque rouge, qui s'est passé en un coup. Qui s'est fait trancher la tête en deux. Et puis, il y a eu, je pense qu'on avait fini sur le cliffhanger, avec l'histoire qu'on ait trouvé les statuettes dans les murs de notre auberge. Et il y a Grégorius qui s'est enfermé avec 11 des 12 statuettes dans sa chambre. Petit, très rapide tour des personnages pour qu'on soit d'accord. Oui. Donc il y a la meilleure Bertha, la cuisinière, ratière, etc., jouée par moi-même. Nous avons le nouveau personnage de Val, qui est Margot, la charcutière, mais charcutière dans le sens... Margot est une médecin du Moyen-Âge. Voilà. C'est une arracheuse de dents, elle a quelques pouvoirs elle coupe des trucs. De soins, mais elle a quand même... Enfin, Valérie a quand même fait un personnage qui savait se battre. Oui. Elle savait jouer de sa scie pour trancher les os, pour tuer des vivants. Et là, je dois dire que pour le coup, elle a eu une bonne idée. Nous reviendrons à un de ces jets pendant la bataille finale. Nous avons Moustache qui joue toujours Faor, le ménestrel. Mais en fait, c'est juste Faor, l'homme au canard. Qu'est-ce qui différencie Faor? C'est qu'il a un canard. Oui, je pense qu'on a déjà parlé de Fulbert le canard. Oui, mais voilà. Et nous avons Grégorius, donc le personnage de Florian. Grégorius, le guerrier mutant, plus pour très longtemps. Et le personnage de Gigi, Midcock, l'espèce de loupard. Non, pas vraiment loupard. Bon, c'est le punk. Le punk, oui. Notre bande, qui est maintenant Vous êtes les patrons de la Gueuse. L'auberge La Gueuse. L'auberge La Gueuse qui vous a... la bière. Hein, de quoi ? La bière. Ah, j'ai qu'un fond, moi. Voilà, vas-y. Et donc, nos héros sont les patrons de l'auberge La Gueuse qui leur a été donnée par Milena lors du premier scénario. Si vous voyez pas ce qu'on veut dire, ben, remettez-vous toute la série, parce que quand même, c'est fouillis tout ça. Et donc, ce qui s'était passé la dernière fois, c'était que vous aviez eu un message... Maintenant, je ne sais plus exactement comment... Ce qui se passe, c'est que, plus ou moins en parallèle de l'histoire des statuettes, on a reçu un message pour nous dire « Haha, on sait très bien qui vous êtes, venez nous voir sur l'île des Anciens à l'auberge. » Ça remonte à ce point-là. Donc c'était la lettre des mages qui disait « Voilà, nous offrons une main pour vous aider, mais nous n'offrons notre main qu'une seule fois. Venez vers nous. » Oui, c'était juste avant l'assaut chez Sextus. Attends. Une chose à la fois. Oui. Grérus va dormir avec une statuette. Il ressort de la... Mais est-ce qu'on avait... Oui, on avait parlé de ça. Oui, c'était la fin de la dernière émission. Et
Et il Et s'est passé quelque chose. et tout le monde se dit: «Mais qu'est-ce qui s'est passé?» Alors nous, ce qu'on Mmh. a vu en tant que joueur, c'est, qu'il a perdu des points de volonté de manière permanente. Ouais. On et tu vas nous raconter, parce que je sais pas exactement, j'ai une idée vague, mais tu Mais vas raconter est-ce que je vous le raconte maintenant ou est-ce que je le raconte post-émission dans la... l'histoire de ce qu'a fait, Grégorius. Tu nous en parleras juste après la tempête, parce que je veux savoir si la tempête, elle est dans le scénario ou pas, parce que si elle est pas dans le Ouais. scénario, je te tire mon chapeau, et même si elle est dans le scénario, je tire mon chapeau aussi. Mais OK, Vous il allez me s'est faire passé quelque chose rougir. pendant cette nuit-là, et Grégorius a commencé à redevenir humain, à Oui. perdre ses mutations. Voilà, exactement. Donc Grégorius, après avoir passé une nuit avec les statuettes mangeuses de rêves de Milena, il y a eu une aparté euh, entre moi qui jouais Milena et Grégorius. Alors déjà, moi j'étais super content que ça arrive parce qu'en Mais tu fait... vas raconter après, hein, ça. Oui, 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 t'inquiète, ne t'inquiète pas. Parce qu'en fait, j'avais l'impression que Florian, on avait un peu marre de son personnage de Grégorius, qui était simplement le guerrier du groupe. À l'époque, il m'avait parlé de changer de personnage. Il voulait faire un autre personnage. Je Oui, il devait l'en finir au ai... Léla. Voilà, je l'en ai dissuadé. Je voyais bien qu'il y avait un problème avec le fait que son personnage se transformait en homme lézard avec le temps. Je lui avais mis ce fardeau qui était le fait que son personnage a une malédiction magique qui le transforme en lézard. Et donc là, dès le lendemain, je dis à la table, mais vous voyez qu'en fait, ces mains qui étaient des mains avec des écailles et des griffes, en fait, tout ça est en train de tomber. Ces mains sont en train de redevenir humaines. Et il commence à redevenir humain. Quel terrible pacte a-t-il fait? Et tout le groupe est en mode et j'étais super content que ça se passe. D'autant plus que, et ça je ne sais pas à quel point vous l'avez saisi, un moment, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais au final de ces statuettes? Et il les a données aux prêtres de Wéros pour qu'ils aillent les enterrer Oui, autour. mais je pensais que tu raconterais tout ça plus tard. Là, alors, là, tu Ah, ok. racontes tout, je sais Ok, pas. oui, non, non. Je sais pas, tu Non, racontes non, non, tout. non. Terminons l'aventure, Parce que justement, ça, c'est des grosses révélations. Et on en a eu des révélations à la fin de la part de certains des joueurs. Entre autres, juste un petit détail. euh, Midcock. À chaque fois qu'on tirait au hasard l'argent qu'on gagnait chaque Mhm, mois à travailler à la gueuse, il y avait de l'argent en moins. Et tu nous disais, attention, ici tu fais le jet à -3. mhm. Et on ne savait pas pourquoi, on se disait c'est problème avec le boucher ou peu importe. Réfléchissez pas plus loin. On faudra qu'on en reparle aussi à la fin. On va en reparler. Continuons, restons. Je te Donc, jure, c'est très on très a dur. rendez-vous à l'île des Oh, Anciens. bienvenue à la zone geek, où Voilà. on est incapable de tenir un narratif Donc jusqu'au là, bout. on vient de faire 5 teasers d'un coup. Mhm. Donc tenez un petit peu. On Ouais. va à l'île des Anciens. On a rendez-vous avec, on ne sait pas très bien qui, Vous savez pas. Vous avez des peut-être... gens qui savent beaucoup de choses sur nous. Vous avez reçu une lettre de gens qui ont l'air puissants, qui disent, voilà, on va venir sur l'île des Anciens, on vient de Belloy. On va essayer de vous pardonner pour les offenses que vous nous avez faites. Mais c'est une Ouais. occasion d'une seule fois. Et donc, le groupe retourne sur l'île des Anciens, et vous étiez mais ultra paranoïaque, quoi. Ultra paranoïaque. Moi, ça m'a fait plaisir parce que déjà, c'était de retour au bec du Kraken. Ça m'a permis d'un peu remettre le personnage de... je sais plus, il y avait le maître des arènes, que j'imaginais être un personnage beaucoup plus important, puis finalement, il n'était pas arrivé. Et vous rencontrez les... comment s'appelle cette Le guilde? conclave de la Le- lumière, un truc du genre. Oui, la La guilde... confrérie de la lumière. La confrérie de la lumière. Je crois que c'est ça. Qui sont 3 vieux mages, mais hyper acariâtres. Ouais. Et sur le moment, en fait, vous êtes un peu en mode, mais on doit faire avec eux. Et alors, en fait, le truc, c'est qu'on commence à mettre des pièces en place Mhm. par ordre, Parce que dans le sens à ce où il y a... moment-là, vous étiez toujours empoisonné. Vous Oui, aviez oui, c'est toujours ça. des vers Très qui vous important. bouffaient les organes, et les Très mages arrivent important. en mode, écoutez, on sait ce qui vous est arrivé, nous on a la solution. Et c'était Secondus, le mage qui avait l'air un peu plus sympa que les autres, qui dit, mais écoutez, voilà, avant même que la discussion commence, regardez notre bonne foi, je vous donne l'antidote pour ce poison que vous aviez chopé de par la faute du masque rouge. Ouais.
Ce que vous ne saviez pas, c'est qu'en fait, il était le concepteur du poison qu'il Oui, avait donné au Masque oui, Rouge. Et en fait, il vous faisait-il, regardez comme je suis bon, alors qu'il vous donnait l'antidote à son propre poison. ouais, ouais. Mais donc, attends, et donc, ces personnages, le premier, attends, comment il s'appelle déjà le numéro 1? Primus, Primus Secondus. Secondus, Alors, on apprend que l'espèce de magicien trollesque qu'on a tué, c'était c'était Tertius. Tertius. Hmm. Il y avait Quatra, Quatra, la qui sorcière. était la sorcière. La première aventure qu'on a fait, c'était piller la Quintus. maison de Quintus. Hmm. Et ce qu'ils nous demandent, Hmm. ces magiciens, c'est il faut qu'on aille chez Sextus, le plus jeune d'entre eux, Hmm. Qui a euh, trahi. qui a trahi pour les beaux yeux de Milena. Voilà. Et donc on apprend certaines choses qu'on avait plus loin devinées sur Milena, qu'elle était l'apprentie de Quintus, les choses se passaient pas très bien, on va dire ça comme ça. Quintus n'était pas un maître très respectueux de ses élèves, on Voilà. va dire ça. Et donc Sextus est en plein rêve de sexe. On suppose enfin, en tout cas, il Bah, est sous le charme de en, Milena. en gros, je me souviens, c'était une bonne séance de roleplay, parce que je vois bien que vous ne faites pas confiance aux mages, à juste titre, parce qu'ils ont l'air de 3 vieux enculés. Vous avez déjà un peu vu les dessous de la vie dépravée de Quintus. Vous avez tué Tertius, qui était quand même un putain de nécromancien Ouais. plus, quoi. Ouais, ouais. Et voilà que les autres mages de cette guilde font appel à vous en disant, ben, il y a l'un des nôtres, le plus jeune d'entre nous, nous a trahis. Bon, Allez le buter et on vous donne. Et je sais alors, plus, ils vous promettent une somme déjà, il nous d'argent. donne l'antidote. Oui, Et ensuite, il trouve un autre argument qui touche très fort nos petits cœurs d'aventuriers. C'est qu'ils nous promettent une paye monstrueuse. 250 pièces Quelque d'or. chose comme ça. Et, Ouais. et très important, parce que ça aura beaucoup d'impact sur le futur, Midcock négocie qu'on ait genre 20 ou 30 pièces d'or d'avance. Mhm. On reçoit beaucoup d'argent d'avance. Et encore une fois, c'est Secondus qui fait, bah écoutez, ouais. Voilà. Parce que donc, Primus, il était très dark, très. Enfin, je sais pas à quel point vous vous êtes rendu compte de ça, mais le chef des mages, il était en mode putain, mais qu'est-ce qu'on fait à discuter avec ces pouilleux, Oui, quoi. Alors que Secondus, qui est oui. un personnage plus hypocrite, était vraiment en mode, mais pas de problème, vous avez besoin d'un peu d'argent d'avance. Allez, hop, on y va. Ok. Et Et Quatra est un personnage que j'ai pas pu non, elle n'a pas, pas eu beaucoup exploiter, de... mais qui était une espèce de petite bonne femme, tout droit sortie d'Harry Potter, un peu en mode... Mais c'était la reine des alchimistes, quoi. D'accord. Et donc, ils nous disent, voilà, vous devez aller dans son manoir. Et son manoir, il est rempli de pièges magiques. Et Et il est à Neveline. alors, j'aime bien. Et donc, ils nous font une liste de choses dont on a besoin. La corde qui a pendu un assassin, Une corde qui a tué un assassin. Le un masque masque de, du temple du silence. du dieu du silence et des herbes de lotus, ou je sais plus très bien quoi. Le lotus, alors là je ne saurais plus te dire, Bref. mais une fleur Et spéciale. alors, à un moment, tu me dis, bon, peut-être que ces trucs-là, je vais dire, vous les trouvez et on continue. Oh non, écoutez, on va faire ça en 1 heure. Euh, vous allez essayer de choper ça. Mhm. 2 séances et demie plus tard, C'est ça. En fait, on les a eus. Ça alors, a été l'enfer pour choper ces objets. alors là, je vais un peu vous faire passer derrière le cache du maître de jeu. Quand j'ai lu cette partie-là du scénario, je me suis dit, mais elle est ridicule cette partie-là du scénario. Il faut trouver la corde qui a pendu un assassin, il faut aller au temple du silence pour choper des masques, et il faut aller choper des fleurs, machin, pour... Et je me suis dit, waouh, ça fait un peu quête de MMORPG, quoi. Et puis je me suis dit, mais en fait, non, rien à foutre. C'est la magie dans Brigandine. Elle est expressément un peu ridicule, un peu. En fait, j'aime beaucoup. Moi, j'adore cette façon de voir la magie Voilà, qui est très superstition moyenâgeuse. exactement. Voilà, c'est la superstition moyenâgeuse faite, qui devient réelle en Ouais. fait. Et donc j'étais en mode, ben voilà, le groupe. Vous devez trouver la corde qui a tué un assassin, les fleurs et les masques. Qu'est-ce que vous faites? Alors, je crois que les fleurs, on les a eu sans problème. Je me souviens plus comment on les a eu. Alors les fleurs, c'était juste un prétexte.
pour présenter les enfants de Midcock, Poussin et Poussinet, Oui. puisque donc à la base, moi l'histoire des fleurs que vous deviez aller voler sur un bateau d'un trafiquant de drogue, je m'étais dit ouais bon ils viennent de sortir de la bagarre L'histoire avec Olga. avec Olga sur ce qui vendait de la drogue sur son bateau, mais je me suis dit en fait ce qui serait bien c'est que notre bon vieux Midcock ait fait des enfants illégitimes à la fille du dealer. Et en fait, cette soirée-là, ça a été beaucoup plus une séance de roleplay Ouais. avec la fille du dealer qui disait mais putain mais mon père il vend rien, on est pauvre et tout, et puis tu avais Gigi qui disait mais si vous voulez venir vous pouvez venir et je vais adopter ces deux enfants, Poussin et Poussinet. Voilà, oui. Je disais Ils sont papa deux horribles petits Midcock. deux mini Midcock. Et la tête, pour ça, ça valait tout l'or du monde. La tête de la table, quand je dis qu'il y a deux petits enfants avec des petits punks orange qui font « Il est où, papa ?» Il n'est pas là, papa. Et Gigi qui comprend immédiatement que le coq a fait des enfants. C'était fabuleux. Ça n'a Ouais. pas beaucoup fait avancer le scénario, mais Non. c'était formidable. Mais bon, donc cette partie-là, ça a été. Mhm. Alors, un peu plus difficile, mais ça a été, Mhm. c'est la corde du meurtrier. Ouais. Donc on sait qu'il va y avoir une pendaison de... Un assassin. Attends, je l'ai appelé Krillin, c'était Krill le Surin. Et moi, Krill le Surin. j'ai noté Krillin sur ma feuille, c'est pour ça que je me souviens de son nom. Ah d'accord. Et on soudoie le bourreau pour récupérer la corde Ouais, après. si ce Mais- n'est- ouais, mais- voilà. Ce qui Et en fait, c'est vrai que ça se passe bien avec le bourreau, et Ouais. vous rencontrez le fils du bourreau, et de nouveau, c'est une petite scénette sympa avec le bourreau et son fils, et le fils qui fait « Oui, moi je vais être comme mon papa, je deviens un bourreau ». Et il y avait maintenant, à ce moment-là du scénario, je me suis dit « Ok, les joueurs n'aiment vraiment pas les adeptes d'Abel ». Babel. Et donc, il y a une meute de clochards avec des cloches, des symboles d'Abel, enfin vraiment des flagellants qui débarquent en mode « Non, vous n'avez pas le droit de mettre à mort un autre être humain. C'est le jugement d'Abel qui l'attend. » Et je sais Et pas donc, il y a exactement eu comment une ça s'est passé. foule qui débarque. Et pour finir, quelqu'un... Le bourreau, il était paniqué, il voulait pas tuer le type de peur que la foule se retourne contre lui. Bourreau, il Et- en avait rien à branler. Et je sais plus qui a ouvert la trappe pour le faire tomber. Oui, c'est ça. C'est Moustache avec Faor qui arrivait en dessous, qui a ouvert la trappe et puis qui a tiré par ses jambes pour être sûr qu'il se plante bien. Il fallait qu'il meure. Voilà. Et donc, on a dû un petit peu forcer l'exécution. Ouais. Et puis, donc, ça va. Alors, ensuite, il y a l'histoire des masques. bah, l'histoire des masques. Les masques! Oh, Quel enfer! mais moi, j'en garde un bon souvenir, c'était sympa. Donc, les masques, il y a un temple. Déjà, ça se trouve dans les beaux quartiers. Et où il a fallu qu'on entre alors Évidemment. qu'on n'est pas bien vu. Et il y a un temple du dieu du silence qui Ça reçoit s'appelle Mutis. Mutis, qui entre autres reçoit les enfants muets. Mhm. Alors, première approche. Le premier plan. Le premier plan, on arrive le soir, on fait un peu le tour du truc, on voit, tu nous dis, ah oui, ok, il y a un arbre qui est pas mal, qui est plutôt bien mis. On sort un grappin, on lance, échec critique, Midcock attrape une pierre, La pierre. mal attachée, Ouais. qui tombe, qui Explose. je crois qu'il le blesse. Les gardes débarquent. Mhm. Mais il a, en fait, alors, Premier plan. ça c'était le premier plan. Je serais toujours aussi étonné que de la résistance des joueurs quand j'explique qu'autour d'un monastère, il y a un putain de cloître avec des murs de 5 mètres de haut, quoi. Mais c'est normal, je veux dire, je veux dire, vous êtes dans la ville des 5 voleurs, et donc, oui, bah, et il fait un échec critique, Oui. quoi. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais un échec critique avec ton putain de grappin quand tu essaies de monter un mur? Tu fais tomber une putain de grosse brique qui fait un bruit de monstre et dont les éclats te blessent. Moralité. Et donc, le groupe entier fuit. Et on est poursuivi par des gardes mode Bénil. Voilà. Ça, c'était un soir. Le lendemain, on se dit,
Mais Ok, alors, on attends, va... est-ce qu'on parle du filleul de Florian, Oh putain, j'avais complètement qui oublié. était déjà à l'intérieur, J'avais complètement oublié ça. puisque Non, mais donc, c'est plus tard, ça. c'est vrai, Oui, oui, c'était oui. la fois d'après. Oui, oui, parce qu'il a pénétré avec... Attends, une chose à la fois. Mm. Ensuite, on retourne au Léla Léla, où on va retrouver le nain. En fait, c'est donc celui qui est atteint de nanisme, qui ressemble à un enfant, mais qui est un espèce Hermanovic. Hermanovic. Et on lui dit, on va te payer, en fait, tu vas pouvoir aller venir chez nous gratos. Si vous ne savez pas, Hermanovic est un de les nains qui ressemblent à des enfants, qui font 25 cm de haut, mais qui fument des grosses clopes, tu vois, en mode « Hey, quoi et vous allez me payer en pute !» Tu vois, mais il a la taille d'un bébé, quoi. Voilà. Et J'adore jouer ce personnage, il est parfait. donc, on l'amène au cloître avec Bertha qui est là. Ouais, c'est un petit garçon muet dont j'ai la charge. Et je pense qu'il serait bienvenu au Et temple de Hermanovic Métis. est en mode Voilà. Et alors, on le confie au temple où il devait voler quelques masques et disparaître. Et tu dis, ok, je vais lancer un D6 pour voir à quel point ça se passe bien. « Et je fais 1. J'ai fait le minimum. Et en gros, là, vous commencez à entendre les cloches de alerte, alerte, alerte. Il se fait choper par la garde. Il se fait mettre à la prison de Belleuil. On doit aller le libérer. Ouais. Donc on a toute une séance entière. Payez vos échecs. Libérer Hermanovic. Ouais. Et rentrer dans la garnison de Belleuil, où j'explique que c'est quand même... Enfin, en gros, les gardes, ils étaient un peu mous. Et il y avait une approche... Je ne sais plus qui est pénétré en premier, ça n'a pas bien marché. Et puis après, je suis arrivé avec Bertha et je suis arrivé à les convaincre que j'étais à la chasse aux rats et aux pigeons. Et j'avais un grand sac avec moi. Et j'arrive à rentrer avec Midcock, il me semble. Ou alors... Normalement, tout ça, c'est une séance. Hein. Et on fait plein de jets qu'on réussit miraculeusement pour persuader les gardes d'aller à chaque fois un petit peu plus loin. On arrive devant Hermanovic, je fais un jet d'habilité pour crocheter, je réussis miraculeusement, je le fous dans mon sac. Hop, j'en ai attrapé un gros. On sort. Et on est là, ok Hermanovic, cette fois tu vas voler. Il y avait une oh histoire, là là, mais quelle histoire. En plus, je vous avais mis un... Quel bordel. Dans la prison, il y avait un disciple d'Abel oui. Qui était en mode... Je vous l'avais mis en mode, si vous l'aidez à se libérer, il vous donnera des bonus vis-à-vis des disciples d'Abel plus tard. Okay. Et vous n'en avez eu rien à foutre. Je pense que je lui ai montré mon symbole d'Abel et qu'on l'a utilisé comme distraction à un moment. C'est possible. Quoi qu'il en soit, Hermanovic. Et cette fois, il y a en effet le filleul de Florian. Parce que donc vrai jeune garçon autour de la table. Un être humain réel qui vient jouer exceptionnellement au jeu de rôle avec nous. Oui. Donc, il manquait quelqu'un à la table ce jour-là, et Florian dit, mais moi, j'ai mon filleul. Donc, le joueur dit, j'ai mon filleul qui passe la soirée avec moi. Est-ce qu'il peut venir ? Et tu lui fais un personnage, et il joue. Et donc, je ne sais plus comment il s'appelait, mais donc, ce jeune garçon, des étoiles plein les yeux, a joué à un jeune garçon des étoiles plein les yeux. Qui a dû rentrer dans un monastère avec un nain pour voler des masques sacrés. Et en gros, c'était moi qui jouais le nain lubrique, alcoolique et qui veut fumer, avec un brave petit gars dont c'était le premier jeu de rôle, qui se retrouve à devoir aller voler des masques. Parce qu'en plus, en passant par une cheminée. En passant par une cheminée, parce qu'en gros, le temple de Mutis fabriquait ses propres masques, ils avaient leurs propres artisans, mais c'était dans... Ça, là, en tant que maître de jeu, j'étais en mode, ok, ça doit être compliqué, ça va être compliqué. Et on va compliquer les choses. Ça va pas se passer comme ça. Et au final, je pense que tout le monde s'est bien amusé ce soir-là. Et d'ailleurs, le personnage qu'il a joué ce soir-là, le fillot de Florian, est devenu un peu un personnage, pas récurrent, mais il est revenu plus tard, c'était un peu votre espion. Et donc, vous avez les ingrédients. Tous les ingrédients. Tous les ingrédients. Et vous arrivez à Neveline,
ou un mage que vous devez assassiner, et où vous êtes un peu... Et ouais, Le groupe est un peu en non, mode, on est en train de faire les fils de on se pute, dit: mais... «Ça va mal se passer» Ouais. et on voit le grand portail qui mène à la grande demeure où il y La, a mais- la, 7, je la- crois, cadenas dessus. Oui, c'est la maison des 100 visages, Voilà. qui est un hôtel particulier au fond d'une allée. C'était un endroit très bizarre. J'ai essayé vraiment de... Et quand je vous ai Où décrit j'ai acheté un l'endroit... pot de chambre. Oui, ah bah attends, oui, 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 oui. Oui, parce qu'il y a eu une séance où vous avez rencontré le roi du pot de chambre. J'aurais dû prendre mes notes avec, je sais plus comment il s'appelle. Putain, j'ai dû créer des PNJ, mais Et abrutissants. alors, je pense pas qu'on a besoin de trop rentrer dans le détail, mais pour finir, on arrive à trouver un hôtel qui surplombe un Ouais, petit peu la grille et la chambre parfaite, elle est tenue par un écrivain en manque ouais. d'inspiration, qui est un grand écrivain très connu, et on arrive à le persuader, on lui raconte nos histoires, et il dit là c'est génial, je vais écrire tout ça. Maintenant, Je me souviens plus son je nom. te jure que je regrette de ne pas avoir pris mon livre de notes. Je me souviens que son prénom, c'était Casimir. La prochaine fois, tu prends les notes de Val. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, on en parlera après, et de ce qui s'est passé dans ma tête, de mon côté de maître de jeu. En gros, les PJ doivent passer au-dessus d'un mur. Et donc, ils décident d'aller dans un hôtel particulier dont les balcons surplombent la maison où ils doivent aller commettre leur assassinat. Et à un moment, je me suis dit, putain, en gros... Et ce soir-là, vraiment, je me suis dit, j'avais pas prévu grand-chose. Et je me suis dit, je vais créer un putain de PNJ de malade mental pour les ralentir dans leur progression. C'est vraiment ça. Et donc, Casimir Zabourov, je sais plus, il n'existait pas quand j'ai commencé à masteriser ce soir-là. Je m'en doute. Ah oui, ok. Et j'ai pris juste les deux noms, parce que donc dans Rêve de gloire, il y a une liste de noms et de prénoms. Et j'ai pris les deux, les prénoms, le prénom et le nom de famille les plus tarbescotés que j'ai pu trouver. Et donc c'était Casimir Desda Saborov. Et là, j'étais vraiment en mode... Ah, oui, vous êtes venu vous faire dédicacer votre livre. Vous connaissez KSD. Vous avez lu mon essai sur le machin. Ce personnage n'existait pas dans ma tête avant même qu'on commence à jouer. Et en fait, vous faites vraiment super On a fait copain beaucoup copain on a fait beaucoup avec de ce roleplay. personnage que je décris comme un vieux écrivain très grand et très gros, très imposant. Au fur et à mesure que la soirée se passe, je me dis, putain, ce personnage qui vous dit, oui, vous pouvez passer à travers mon hôtel particulier, mais il va falloir que vous me permettiez de regarder vos actions. Je suis en train d'écrire un livre. À la fin, je vous ai dit, enfin, il vous a dit, mais comment devrais-je appeler ce livre? Et c'est toi qui as dit, il devrait peut-être s'appeler Rêve de gloire. Oui. Et vous voilà dans le cloître de la maison des 100 visages, puisque donc l'hôtel particulier où se trouve Sextus est un bâtiment avec plein de gargouilles partout. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la maison des 100 visages. Et qu'est-ce que tu te souviens? Déjà, on pose le pied par terre. On doit faire un jet pour résister à la première illusion de cet endroit. Et directement, tout le monde ne réussit pas. Et on est... Forcément. Je crois que ceux qui ratent ont l'impression de tomber en permanence. Il me semble que c'est ça. Vous êtes en train de tomber dans un gouffre sans fond. Voilà. Et c'est la corde du meurtrier, du pendu, qui nous protège un petit peu. Et il y a quelques-uns qui ratent, on arrive un petit peu à les tirer et on les amène jusqu'à la demeure, où je pense qu'il y a une deuxième illusion avec les gargouilles, non? Attends, je sais plus. Il y avait d'abord une illusion qui faisait que quand vous marchiez sur la pelouse de la propriété, vous aviez l'impression de tomber dans des trous infinis et en fait, en gros, vous étiez sur la pelouse en train de faire ah. Voilà. Et puis, il y a toutes les gargouilles et tous les visages du bâtiment qui commencent à vous hurler dessus, Ouais. et vous devez tous faire un jet de volonté pour résister à la peur. Et Midcock s'est enfui. C'est important. Alors, Midcock est revenu après. Oui. Il a loupé. En gros, c'était... Oui, Midcock s'est enfui, puis il est revenu après. Le chaos était total. Voilà. Le groupe était complètement divisé. Il y avait des gens qui avançaient pour rentrer dans la maison et les autres qui se barraient.
Là où les choses ont commencé à se corser, c'est qu'à un moment, on rentre par une porte de service et on se retrouve face à des statues animées. Ouais, ouais, ouais. Et ces statues animées, elles nous mottent la gueule. Ouais. Et comme on l'a déjà dit plein de fois, c'est très mortel le système. Mhm. Et là, on s'en prend, mais plein la gueule. Ouais. Et on commence à grimper dans les escaliers, à essayer de se planquer, etc. La panique est totale, dans le gros. Complètement. Jusqu'au moment où quelqu'un se rend quand même compte qu'ils sont eux-mêmes des illusions, mais tout en étant des illusions, ils nous font des vraies blessures. Voilà, c'était ça. Mais franchement, c'était des ennemis très dangereux. Les armures animées n'étaient pas vraies. C'était des illusions. Mais si vous croyez avoir été éventré par une de ces choses, vous mourrez vraiment. Oui. Vous mourrez d'une crise cardiaque. Et en fait, il y a eu beaucoup de panique jusqu'au moment où... parce que je crois que tout le groupe, une bonne partie du groupe est monté dans l'escalier en Oui, mode... oui. Ah, et puis à un moment, il y en a un qui s'est rendu compte que c'était faux et qui a commencé à secouer les autres en mode putain, mais c'est faux, il n'existe pas. Je crois que c'est Faor qui s'en est rendu compte. Mm. Et donc, on arrive, on est quand même mal, et en fait, on est stressé, on est exaspéré, et on sait pas, on est en mode aventurier, chaque dalle, chaque marche, tac, 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 allez, tac, 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 suivante, tac, tac, tac. Ah, vous étiez comme dans Donjons et Voilà. Dragons. Et ça, Et c'est alors, bon. on commence à aller voir un petit peu du haut des escaliers, puis après on fait demi-tour, on se retrouve dans la cuisine, on essaie de se faire manger, il me semble. Et on voit une silhouette qui vient du côté de la cave. Oui. Et donc, moi et Grégorius, je pense, on est là. Il y a quelqu'un là, on fonce. Et on descend dans la cave. En gros, à ce moment-là, vous êtes passé à ça, qu'en fait, Sextus se barre. Ouais. Et en fait, non, il s'est barré. Oui. Il s'est barré. Et il s'est retrouvé face à son propre portail. Et je me dis, il a 7 cadenas à défaire. Il a son trousseau de clés à la main. En fait, il y avait Grégorius et moi qui étions à la pourchasse d'une silhouette dans la cave qui était en fait une illusion. Et il y avait Faor, je ne sais plus ce qu'il faisait. Je me demande si Margot elle a participé à cette aventure. Peut-être que Val n'était pas là à ce moment-là. C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, la seule personne qui se rend compte que quelque chose cloche, c'est Midcock qui voit Sextus qui s'enfuit vers son portail. Ouais. Et vraiment, ça aurait pu arriver hein, s'il n'avait pas réussi son jet de perception à ce moment-là. Sextus se barrait. Et la fin de l'aventure aurait été très différente, encore une fois. Ouais. Et donc, en gros, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Sextus court à travers le jardin de sa propriété et est en train... Et donc Midcock, c'est un personnage quand même assez rapide, assez nerveux. Et je lui dis, mais t'arrives très rapidement. Tu vois qu'il a ouvert juste quelques cadenas. Et là, je fais les révélations ou pas? Oui, vas-y. Je prends Gigi sur le côté et il se retrouve face à Sextus qui lui dit « Écoutez, aventurier, je sais qu'ils vous ont fait venir ici pour me tuer, mais vous devez comprendre que ce sont eux qui sont les traîtres. » Et je sais plus, mais j'ai fait un putain de plaidoyer ce soir-là, où j'étais en mode Milena n'est pas la mauvaise personne que vous croyez. La cabale des mages vous utilise et elle se débarrassera de vous quand vous aurez fini votre mission. Et puis là, devait arriver un jet, puisque donc dans l'antidote que Gigi avait pris pour les vers qui le tuaient, en fait, en gros... Ça a pu m'arriver aussi, moi aussi j'ai pris... Voilà, le Secondus était l'un des pires mages. En gros, il fait des poisons et puis il fait des antidotes. C'est des antidotes avec d'autres poisons. Ouais. Enfin, Secondus, c'était l'un des pires mages. Dans ma campagne, c'était l'un des pires mages de toute la fratrie. Et en gros, Midcock s'est soigné de son poison, mais en fait, il a pris un élixir. Et je me vois encore, je lui dis, mais tu dois faire un jet de volonté. Il le rate. S'il avait réussi, l'histoire aurait été tellement différente. Absolument, absolument.
Et donc il le rate et je lui dis, tu entends presque comme s'il te chuchotait à l'oreille, il y a Segundos qui te dit, mais tu l'as. Le moment est venu, il faut que tu le tues. Et tu n'arrives pas à Je vous rappelle qu'à résister. la base, on est là pour sauver Sextus, du moins Ouais, dans nos têtes à nous. On est là pour sauver Sextus voilà. des mains de Milena. Et donc il y a une séance qui se termine où je fais revenir Gigi à table et je dis, bah, au moment où tu reprends tes esprits, tu as ta hache qui est plantée, qui a fondu la tête de Sextus en deux. Et les autres arrivent Ouais. à ce moment-là. Et il y a une séance de roleplay qui était assez intéressante, où en mode tout le monde était putain, mais qu'est-ce que t'as fait, Midcock, t'étais un psychopathe ou quoi? Et puis il était en mode, mais moi j'ai pas choisi de faire ça et tout et tout. Finalement, ça s'est bien passé, mais à ce moment-là, je me suis dit putain, c'est du sérieux, quoi. C'est du sérieux. Et là, c'est l'enfer. C'est le déluge. Et c'est le début. Oh, putain, j'étais en train de me dire qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc, oui, Sextus vient de mourir. Et là, j'ai envie de partir de l'autre côté du cage du maître de jeu. Tout ce que je peux dire, c'est que Milena, Est-ce qu'il y avait déjà une notion de cet événement dans le scénario? absolument, Oui. Ah, absolument, oui. Ça, absolument. parce que je vois que c'est vraiment chouette. C'est-à-dire que dans le scénario, vous pouvez complètement dire on va travailler pour les Avec ça. mages méchants et devenir les agents des méchants de la fratrie de la lumière. Mais du coup, Milena devient votre adversaire principal. Et de l'autre côté, complètement de l'autre côté de la médaille, vous pouviez sauver Sextus Oui. et Milena, qui sortaient du monde des rêves. C'est ce qu'on aurait fait si Bah tiens. on n'avait pas été forcé par magie à le tuer. Mm. Mais Milena pleure. Et comme Milena pleure... À ce moment-là, alors à ce moment-là, il se passe deux choses. Il se passe deux choses. Elle se rend compte dans son univers parallèle qu'elle a perdu son amant, le seul autre mage qu'elle aimait. Et donc, folle de chagrin, elle n'arrive plus à contrôler son pouvoir. Pouvoir qui avait été d'autant plus déréglé que Grégorius avait été enterrer les statuettes qui puisaient l'énergie des rêves. Tout ça, on ne sait pas, nous. Voilà. Hein. Alors là, voilà. Mais là, je fais le spoiler. Grégorius a donné les statuettes de rêve au prêtre de Wéros en lui disant « Je veux que les disciples d'Abel souffrent. Allez enterrer ces statuettes autour de leur église à Imri-le-Haut, chez les mutants. » Et donc je me suis dit, putain, là, le pouvoir de Milena, il dégénère à mort. Elle commence à recevoir des rêves enfiévrés de zélotes mutants de Imri-le-Haut. Elle se rend compte que son amant est mort et ça donne lieu au désastre. Au déluge. Au déluge. Parce qu'on commence on va juste rentrer à la gueuse et tu nous dis juste qu'il y a l'eau qui déborde. Il pleut. Et les rivières... Et la Zina commence à déborder. À noter que une inondation, c'est un événement extrêmement dangereux, extrêmement mortel. C'est très difficile de mettre en place à quel point c'est dangereux et mortel dans une histoire, que ce soit un film, un jeu de rôle ou peu importe, bien sûr, je trouve. Et tu as plutôt bien fait ça. Oh, c'est gentil ça. Parce que moi, je trouvais que j'avais été encore un peu soft, mais c'était l'apocalypse. Oui. Parce que, en fait, c'est pas que l'eau, elle arrive à 20 cm du sol. C'est-à-dire que les immeubles entiers, presque jusqu'au toit, l'eau monte littéralement de 10 mètres. Il y a une séance qui commence, et je vous dis, mais vous êtes à la place Poliakine, vous avez même pas fait, vous êtes encore très loin de votre auberge, et vous avez de l'eau à la taille, et vous voyez des chevaux. Alors ça, souvenez-vous-en, les chevaux paniquent, c'est un bon moyen de dire aux humains, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, en fait, je disais, mais il y a des chevaux qui courent dans tous les sens, avec les éleveurs de chevaux qui essaient de courir derrière, mais en fait, la situation, elle commence à dégénérer, et à dégénérer gravement. Et donc, on a toute une séance, tout un début de séance, où c'est juste essayer de rejoindre
la gueuse. Ouais. Et pour finir, on monte sur les toits, on doit sauter de toit en toit, on fait des jets qu'on réussit miraculeusement. J'ai l'impression que je dis ça beaucoup, mais c'est vrai. Heu et sur le chemin, on essaie de sauver des gens. Oui. Et je pense que ça nous a servi plus tard, hein, Alors, aussi. Parce qu'on ouais. on a toujours un petit peu cet objectif de nous Mm. dire: «On veut être les héros de Kirov». Je vais te dire franchement, je vous ai mis plusieurs situations où vous pouviez sauver des gens. Et j'avais vraiment l'impression que le groupe était en mode... Pfff, Tu c'est le rigoles? moment où on est censé être des héros. On l'a fait à chaque fois. Tu rigoles? Non, non, mais vous On l'a l'avez fait fait. à mort. Vous l'avez fait. Non, non, je veux dire, on a vraiment joué le jeu. Et il y a eu un moment où Grégorius a sauté dans l'eau pour sauver une petite fille. Ouais. Et il était vraiment en mode... Bon, allez, fais-moi faire mon jet de force pour nager. Il a loupé. Je sais plus si la Je sais petite fille a plus. été sauvée. Si, on l'a sauvé. Ça a été Mm. difficile, mais on l'a sauvé. Et il y a un moment, des gens qui ont un bateau, mais ils laissent pas les gens monter Oui, dessus. oui. Et Ça, on a c'était... forcé. Ça, franchement, c'était des scènes que j'avais envie de mettre en place. Tu vois, les gens qui sont en mode oh, on va se noyer, pitié, aidez-nous. Et puis, tu as les bateliers, tu vois, Et qui sont là, 5 pièces d'argent. à bouler la thune, quoi. Mais c'était quelque chose que j'avais pas eu trop le temps de mettre en place. Mais c'est que même les gens de Kirov, les gens de Kirov, c'est les Kiroviens, tu vois. Ils sont. euh, ils ont des liens entre Ouais. eux. Mais Solidaire. vous êtes tous, voilà, ils ont une solidarité, mais vous êtes tous des filous, quoi. Et tout le monde est un filou à Kirov. Ouais. Et donc, finalement, je crois que notre bon Grégorius a éclaté quelques gueules et a fait sauter quelques Ouais, ouais. dents. Et donc, là, c'est vraiment une série d'épreuves, j'ai plus de détails exacts, jusqu'au moment où on arrive à la gueuse, et où on se rend compte, entre autres, que la gueuse a été globalement épargnée. Ouais. Et Magiquement, la hein. gueuse n'était pas un bâtiment comme les autres. Non. Et était empreinte d'une certaine aura magique. Et donc, là, encore une nouvelle séance commence, où j'explique au C'est groupe que, post-cataclysme, hein. voilà, c'est là, Kirov Il y a des cadavres dans les rues. est vraiment en ruine, quoi. C'est post-apo. Et que leur bâtiment a tenu le coup. Et donc, les gueux, les habitants de Kirov arrivent vers eux en Ah. mode il faut qu'on mange, il faut qu'on boive. Il y a une petite scène qui a eu lieu juste avant que l'eau monte très, très, très sérieusement, Mhm. qui est importante. C'est on voit les bouchers. On Ah, croise les bouchers, tout le gang des bouchers ah putain, c'est qui ont oui. des chariots avec des trucs sous des bâches qui font oui, oui, Hmm. quelque chose comme ça. Oui, parce qu'il Et fallait que je mette autre chose en place. Et il fallait que ça se passe vite. Et sur le retour, ils ont croisé le gang des bouchers qui allait massacrer les fauves les fauves. à Beloy, avec Gavrila, un personnage que j'ai pas du tout eu le temps de mettre en place. Shut up! Ouais, je sais. Gavrila est un personnage qui était censé... Dans le livre Rêve de gloire, il est écrit, voilà, la scène où le boucher se ramène blessé à la taverne des joueurs, donnez-leur l'occasion d'essayer de le tuer. Mais s'ils arrivent à le tuer, vous allez devoir créer un nouveau méchant de la portée du boucher. Et quelque part, c'est pas vraiment arrivé. J'ai joué sur le fait que c'était la méchante nécromancienne bouchère. Voilà. Qui allait te voler Franck. Avec Franck. Voilà, qui était donc un petit peu le beau de Greta, de Bertha, ouais. on n'y arrivera jamais, et qui est déjà un petit peu en mode Hulk, pas zombie, mais en tout cas enchanté. Il était envoûté. Envoûté. Envoûté par Gavrila. Je peux te dire que, bon, il n'y a pas eu de combat final contre ce personnage de Gavrila, mais en gros, je m'étais dit, ok, elle a tous les pouvoirs de nécromancie et tous les pouvoirs d'illusion du bouquin. Voilà. Ok. Et je lui ferai faire ce qu'il faut. Et donc, elle était censée devenir la nouvelle grande méchante, mais il y a aussi eu un moment où je me suis dit, il faut un peu couper court à la campagne. Elle n'a fait que durer trop longtemps. Donc, elle est restée un peu cette étrange, méchante, bonne femme, très belle, avec ses longs cheveux noirs. Mais vous avez jamais échangé un seul mot avec Gavrila. On n'a pas vraiment eu l'occasion. Hein.
Bien sûr. Et, Euh, et donc, effectivement, au moment de votre retour, il tu y a eu croises... un moment, je ne sais plus à quel moment, mais il y a eu un moment où j'étais pour essayer de discuter avec Franck, et c'est elle pour moi, qui ressemblait juste à Hmm. une servante en train de Parce que... servir du pain dans de la viande, Ah oui, oui, oui. et elle m'a rabroué, mais je n'ai pas Oui, du tout capté à ce je moment-là que c'était un personnage je important. t'enverrai les illustrations, comme ça tu pourras les montrer. Mais en gros, c'était la bouchère nécromancienne. Et pour moi, à ce moment-là, il m'a semblé très clair, parce qu'il y a eu des moments dans le scénario où je vous ai dit, mais la fosse commune où le boucher a été... Il y a eu un moment dans un des scénarios, la fosse commune où le boucher et ses hommes ont été jetés, elle a été ouverte. Oui, Et en fait, elle avait récupéré. ouais, on a bien compris ça. Et pour Gavrila, j'avais fait son historique et je raconterai après le Ouais. pourquoi du comment. En gros, en gros, c'était la dernière élève de Tertius, le mage qui faisait des Frankenstein. Ok. Voilà. On avait bien deviné qu'il y avait un lien, hein. Oui, 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 voilà, voilà. Mais d'ailleurs, à noter un petit détail en parlant de Tertius, on s'est rendu compte que celui qui nous avait sauvés du laboratoire en feu de Tertius, Ouais. c'était Quintus. C'était Non, Sextus. C'était Sextus. Sextus. C'est Sextus. C'est donc celui Je- qu'on a tué malgré nous. Dès le deuxième scénario, avec Gigi, euh, je- la première mission de Rêve de gloire, c'est vous devez aller dans la maison de Quintus. Et, c'était, je pense que c'était la deuxième ou la troisième séance. Et je me souviens que Gigi dit putain, Quintus, si les autres s'appellent Uno, Deusius, Troisius et Quatrus, putain, c'est trop ridicule. Moi, je regardais mon scénario, j'étais en mode putain, c'est exactement ça. Moralité, donc nous sommes le lendemain du déluge. Il y a des cadavres partout, les Ouais. gens sont en train de mourir de faim. Les gens s'amassent à la gueuse, parce que la gueuse a des réserves de nourriture, et Mhm. on a laissé rentrer pas mal de monde, et on essaye, tu essayes vraiment de nous... Oui, oui, on va Ouais. aller chercher, t'inquiète. Ah. Tu essayes vraiment de nous dire... Comment organisez-vous la survie Voilà, du tu essayes quartier? vraiment de nous dire, les gens sont en mode survie, ils viennent vous voler. Et nous, on Mhm. essaie à chaque fois de contourner le problème en se disant, non, on organise, on donne la nourriture, on essaie de bien se faire voir du quartier, ça fait partie aussi Et bien de sûr. l'idée. Mais à chaque fois, on essaie de détourner les problèmes. Il y a le fameux boulanger Rurik le qui n'arrête boulanger. pas d'être là. Oh, c'est votre faute, tout ça, vous êtes des sorciers, blablabla. Rurik le boulanger est un personnage qui n'existe pas dans le bouquin officiel. Mais j'avais vraiment des trucs à lui faire faire. Et c'est parce que, encore une fois, à un moment, je me suis dit, il faut couper court. La campagne n'a duré que trop longtemps. Mais à la base, Rurik le boulanger, j'avais prévu toute une scène où vous le poursuiviez en bateau, où il essayait de passer, il volait un bateau pour aller expliquer vos plans Ah, ok. au boucher Parce que à oui, Belloy. là c'est important de poser les enjeux. Mm. Ici, nous sommes dans la phase de la préparation du final. Qu'est-ce qui... Kirov survit après Mhm. le déluge, mais on se rend compte que les fauves se sont fait massacrer. Ouais. Donc le grand gang du nord de la ville s'est fait Le massacrer corbeau est par le mort, corbeau et la hyène, la hyène est dans le et coma, il n'y a plus que le lion le lion, etc. qui est devenu alcoolo. Et au nord est en train de se préparer dans les corons euh, les, Les bouchers, les bouchers, les rats, les rats, les magiciens, les, les esclavagistes, les esclaves de Varla, Varina, Varina, je sais plus. et les mercenaires de Svastopocle. Et en fait, il y a une armée qui se prépare et qui vient prendre le contrôle de Mhm. Kirov un petit peu sous la bannière des bouchers. Et tu nous dis, ok, maintenant, il faut que vous prépariez vos défenses. Mhm. Et là, déjà, les fauves. Imaginez-les avec les gouttes qui tombent. Voilà. Et donc, en fait, ici, on a fait genre 4 séances Ouais. de visiter tous les gens qu'on a rencontrés pour les rallier à notre Exactement. cause. Premièrement, on rencontre les fauves, Ouais. donc il y a le fameux lion
qui est, Fadei le lion. qui est au bout de son rouleau. Et la hyène est blessée à mort, mais elle est sauvée par Margot. Par Margot. C'est vraiment ce qui a fait que vous avez eu les fauves. C'est que, donc je ne sais plus si c'est la hyène, enfin bref, la meuf, qui est l'une des 3 chefs des fauves, était en train de mourir d'une infection causée par une blessure, et Margot arrive à la sauver. Ce qui a fait des bonus pour convaincre Fadei le lion de lâcher sa bouteille et de venir vous aider. Il y a ce soir-là toute une histoire avec le gang des Pélicans. Le fameux gang des Pélicans. Tous les gens qui ont lu Rêve de gloire connaissent le gang des Pélicans. Ils ont très peu d'impact dans l'histoire. Je raconterai après. En fait, il n'existe pas. Ah, ok. Les gangs des Pélicans, c'est un truc que j'ai mis, parce qu'il fallait un gang en plus. Voilà. Mais quand tu mets un truc en plus, il faut que ça existe jusqu'au bout. Oui. Je sais, c'est du lourd, ça fait beaucoup. Et donc, on commence à faire le tour de toutes les factions. De toutes les factions. Et alors, le premier truc, c'est on se dit, on a besoin d'engager des mercenaires. On a besoin de vrais hommes d'armes. Et tu nous dis, ouais, il y a des mercenaires. Anne-Evelyne. Les porc-épics d'airain. Tu t'as trouvé un nom digne des équipes d'Etherpunk. Les porc-épics d'airain. Et donc, on arrive chez les porc-épics d'airain et on essaie de négocier, mais clairement, c'est je n'ai rien à foutre de vos jets de persuasion. C'est 2 couronnes d'or chacun. Ah, mais c'était clair, parce que vous êtes débarqué en mode pimp. Ouais, on a des filles et tout. Et alors, je me souviens que ce soir-là, j'étais en mode, mais en fait, les mercenaires, ils en ont rien à foutre. Et il y a eu une phrase où le capitaine des porc-épics d'airain a fait ah ben, si vous voulez nous montrer à quel point vos filles sont endurantes, laissez-nous-en une pour la nuit. Et je vous dis, et alors à ce moment-là, je vous dis, ils commencent tous à rigoler en mode. Et les filles de la gueuse sont en mode, putain, nous c'est pas avec ces gars-là, quoi. Et évidemment, il y a Faor qui était là, mais oui, bien sûr. Non, jamais on aurait laissé Faor était en mode. Et donc, vous saviez que vous deviez payer. On devait payer. Et là, tout le monde met son fric ensemble. Et je crois que c'était une des plus grosses différences qu'on a fait. Et donc. Bertha, elle gardait toute la thune de la gueuse et on n'a pas tant que ça. Et là-dessus, il y a Midcock qui est là. Ouais, alors je dis à Midcock, oui, la thune que t'ont donné les magiciens. Il me dit, ouais. Et j'ai ça en plus. Et il me donne plein de thunes et je réfléchis pas. Ouais. Mais Midcock, il est pété de thunes. Midcock avait beaucoup d'argent. Bon, je pense qu'on peut sortir la révélation qu'on a eue qu'à la fin. La révélation finale. Bah. On a eu ça qu'à la dernière séance. Mais on a appris que Midcock piquait dans la caisse. Ouais. Et tu lui faisais faire des jets. Oui, tout à fait. En gros, je vous faisais faire des jets une fois de temps en temps. Et parce qu'en gros, il y avait Yeva qui était aussi dans la combine. À un moment, je me suis dit, est-ce que je fais une espèce de... Mais en gros, oui, Midcock, pendant 1 an, il volait de l'argent dans la caisse. À chaque fois que vous lanciez les... Et c'est pour ça qu'on avait chaque fois perte d'argent dans les lancers de dés. Mais à chaque fois, il y avait une bonne excuse. Hein. Ah oui, la caisse, elle est tombée par terre, il y avait Clodo qui a ramassé des trucs. Et Gigi jouait à fond là-dessus, en mode, ah bah oui, bien sûr. Je vois que tu es encore choqué par ce fait. Moralité. Alors, on va lui mettre... on va avouer que au final, tout l'argent qu'il a volé, il l'a réinvesti dans la protection de Kirov. Tu sais qu'à la base, en fait, les mercenaires ne sont là que pour... si vous avez loupé tellement de jets de persuasion que vous n'avez personne de votre côté. Et vous avez été immédiatement chez eux. Vous avez d'abord été chez les mercenaires. Et donc, on leur sort 40 couronnes d'or. Ouais. Et on dit, on vous engage tous 20 personnes. Ouais. Et ils disent, OK. Et c'était des très bons soldats. Et donc ça a vraiment fait une grosse différence. Et puis, il y a eu quelques séances on va voir les syndicats de Ossa. On va voir les gens du Lela Lela. Ouais.
On va voir les... Il y a eu un moment un peu tendu. Le père Dimitri. Où vous avez été voir le père Dimitri qui était réfugié à Imri-le-Haut avec ses mutants. Et ça s'est plus ou moins... En fait, ça s'est super bien passé. Vous avez eu droit à toutes les factions possibles et imaginables. Donc on a eu... Attends, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu les... Margot a été voir les charcuteurs, enfin tous les morticiens. Les morticiens. La guilde des morticiens. Qui étaient plus là pour s'occuper en fait, des morts. Oui, voilà, c'est ça. Ils n'avaient pas beaucoup d'effets sur la bataille, mais ils pouvaient rendre des points de vie à votre armée. Et on est réussi à entrer en communication avec Milena. Ouais. On a été voir Grégorius et on lui a dit allez, à vous, tu es rentré en contact avec Milena, comment est-ce qu'on peut le faire? Et donc là-dessus, il y a un moment où Milena épuisé, les cheveux. On a dû trouver un miroir, je sais plus très bien. Elle est sortie d'un miroir et encore une fois, dans ce scénario, vous étiez censé être super copain avec le père Dimitri. Vous l'avez détesté dès le départ. Vous étiez censé être copain avec Milena et vous l'avez détesté dès le départ. Et donc je me suis dit, si le groupe ne veut pas être copain avec ses PNJ, alors, on va en faire un peu des antagonistes. Tu fais de cas particuliers des généralités. Ouais. Donc Grégorius a été extrêmement anti-père Dimitri, et ça s'est mal passé. Et Midcock a été extrêmement anti-Milena. Je propose qu'on en parle après. C'est quelque chose qui reviendra après. À partir de ce moment-là, dans le scénario, c'est la bataille finale. C'est la bataille finale et je mets en place les règles de bataille de masse du livre, enfin de l'extension du livre de base de Brigandine. Et effectivement, je me rends compte que c'est très épique, mais que vous allez tous y passer. En fait, ce qui est monstrueux dans les règles que tu nous as fait jouer au début, c'est que chaque scène, en fait, chaque tour de bataille, c'est un combat plus ou moins difficile pour tous les joueurs. Ouais. Et on vous a déjà dit à quel point les combats sont mortels. Donc même un combat contre les ennemis les plus faciles, c'est extrêmement dangereux. Et on devait en faire 10. Sans compter les boss. C'est-à-dire que je m'en rends compte au bout d'un certain temps, parce qu'il y a eu... cette bataille finale était quand même assez épique. Il y avait Faor sur le toit de la gueuse. Parce qu'on n'y est pas encore, là. Ou alors, est-ce qu'on change dedans? Attends, donc on réunit toutes les factions. La dernière faction à réunir, c'est... Et il y a ton putain de speech de Bertha, qui est magnifique. Je propose qu'on le mette maintenant. Allez, des centaines d'yeux se tournent vers Bertha, en recherchant l'espoir. Et on est derrière elle. Hein. Elle est portée par le groupe. Tout le monde est là, c'est le final. Elle fait le brouillard. Bertha se présente devant la foule et fait bon, écoutez-moi, je suis pas un général, je suis pas une poétesse, je suis pas quelqu'un que d'habitude on écoute, mais je suis une petite cuisinière de Kirov et je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui représente bien ce qu'il y a ici. C'est parce que ici c'est le combat des petites gens contre le destin. Ouais, elle a raison. Il n'y a pas longtemps, on m'a dit c'est normal que c'est la merde, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et moi je vais vous dire, j'en ai marre que ce soit toujours les mêmes œufs qu'on casse. Que ce soit les gens d'ici de Kirov qui se prennent toujours dans la gueule. Et moi j'en ai marre d'être un œuf. Cette fois, c'est nous qui allons leur rendre la monnaie de leur pièce. C'est vrai. Parce qu'ici, il y a tout, hein. Il y a des mutants, il y a des gars du Délaléla qui font leur spectacle. Il y a les pélicans qui sont à côté des fauves. Il y a les bâtisseurs de ça. Il y a un canard. Le canard. Et alors, on est tous différents, mais on est tous là pour une seule chose. C'est parce qu'on a marre de s'en prendre plein la gueule des gars de Belleuil et de plus loin, qui en plus se sont alliés avec les bouchers qui sont nommés plein la gueule, avec cette salope qui... Là, les gens se regardent un peu en mode, ouais, qui est la salope. C'est personnel cette histoire.
C'est vrai, il y en a marre. Mais On il y a en a trop marre. pris. Ça a Et moi, toujours ce été que je pour vais notre vous gueule. dire, c'est que ce soir, moi je reste à Kirov. Je bougerai pas d'ici. Et s'il faut que mon sang coule dans les égouts, ce sera dans les égouts de Kirov. Mais en tout cas, moi je me battrai jusqu'au bout. Et je sors mon couteau de cuisine et je fais... Ah bah les gens sont galvanisés. Oh la gueuse. Même les mercenaires tapent sur leur bouclier. Et voilà. Et oui, parce que donc, et grâce à ça, on a réuni aussi les gens de Kirov qui sont venus se battre avec nous. Et pour finir, on commence la bataille en supériorité numérique. Ouais. Et potentiellement supériorité martiale grâce aux mercenaires, bien que eux avaient beaucoup plus de magie, les ennemis. Il y avait les mages de Mais la confrérie de la lumière qui pouvaient faire une tempête de feu. C'est ça qu'ils ont essayé de faire. Ouais. Ils allaient faire une tempête de feu qui allait détruire 2 points de vie de votre armée et en plus vous obliger à faire un jet de morale. La bataille aurait pu complètement basculer à ce moment-là, mais c'est une séance qui commence sur le général Faor, hein, avec son canard, où j'ai dit, voilà, Milena a pris possession du canard pour lui parler, et qui lui a dit, ah, je dois décider où je vais, est-ce que j'arrête Là, les tu vas mages beaucoup plus loin, hein. C'est vrai. Ah ouais, mais Je pensais que on n'a c'était... même pas encore commencé la bataille, là. Je pensais que c'était... Oh bah, vas-y. Parce que ici, déjà, il y a le père Dimitri qui donne, qui bénit le médaillon de Bertha, Ah oui, c'est qui, vrai. qui me dit, tu pourras régler, faire un espèce d'une magie pendant ça. Et moi, je voulais garder ça, évidemment, pour sauver Franck. Ah, oui. Et donc, Pauvre je Franck. savais que Bertha, elle ne serait pas à sa place au milieu de la bataille, mais je me suis présenté comme la pucelle d'Orléans. Ouais. Et à un moment, il fallait que j'aille au front, quoi. Et oui, et donc la bataille commence, et dans l'ordre, qui est-ce qu'on a battu comme boss? Donc on fait d'abord quelques D'abord, combats. c'était Svastopol, C'était le chef mercenaire, des mercenaires, le premier. qui était un sale combat. Un sale combat, c'était un espèce de... Super armuré. Le mec, il avait une armure de malade, il avait des armes de malade, et c'était un espèce d'équivalent de Grégorius, en fait. Voilà. Mais plus armuré. Mais tout le monde lui tombe un peu dessus. On combat des mercenaires, mais on commence à être sérieusement blessé. Et quand t'es blessé, t'as genre 20 points de vie, t'en perds 10, quoi. C'est pas un point de vie par-ci, un point de vie par-là. Et donc, on se bat contre ce gars qui se prend coup sur coup sur coup. Ouais. Et on arrive à l'avoir, mais déjà, c'est le premier vrai combat, et c'est difficile. Oui. Grégorius prend quand même son marteau de guerre. C'est une bonne chose. Oui, parce qu'en fait, à un moment, il voulait ramasser son armure. Je lui ai dit, écoute, mec, t'es au milieu d'un pugilat, t'es au milieu d'une guerre. Tu ne vas pas commencer à enlever les sangles d'une armure lourde et la mettre sur toi. C'est impossible. Donc, il prend juste le marteau de guerre. Puis, je leur explique qu'il commence à arriver au niveau de Valia, l'esclavagiste. Dans mon souvenir, c'est Valia, l'esclavagiste. Valia, ok, Valia, l'esclavagiste. Et sur le chemin, Bertha tombe à 0 point de vie. Ah oui. Il y a un problème. Et Margot, viens me sauver. En fait, non, je crois qu'il me restait, je tombe genre à 1 ou 2 points de vie. Et je te dis, après le combat difficile, je dis, Margot, viens me sauver. Elle arrive, ok, jet de soin avec un D100. 100. Et donc tu commences à faire, bon, ben, Bertha, je suis là, j'ai le médaillon d'Abel, je l'utilise, et tu me dis, ouais, ok, ça tu récupères 10 points de vie. Un des 10 points de vie. Ouais, un truc comme ça. Et donc, au moment, j'étais en mode, oh putain, mais ils sont tellement poicreux. Tu peux pas, tu peux pas compter sur l'épique, sur le côté épique. C'est pas un jeu de rôle épique. C'est pas un jeu de rôle. C'est pas un jeu de rôle. Donc Grégorius et Midcock s'en sortaient bien parce qu'ils étaient très très bons combattants. Ils avaient une bonne armure, des grosses armes, etc.
Bertha, je pense qu'en combat, j'avais 40%. T'es parti à la guerre Donc, avec un couteau de cuisine, À quand chaque même. fois que je me bats contre, que je fais un jet de combat, j'ai 60% de chance de prendre un coup dans la gueule. Mhm. Et donc, les choses se passent pas bien. Le médaillon que je comptais utiliser pour sauver Franck, ah ben, A été cramé. a été cramé. Et je pense que c'est avant qu'on se batte contre l'esclavagiste Valia l'esclavagiste, oui. que Midcock, à son tour, fait un jet de combat. Et Midcock, il a beaucoup en combat. Mais il suffit juste de rater avec un chiffre qui finit en 0, Mhm. un dé 100 qui finit en 0. Que ça pue du cul. Il se prend un coup de critique et genre ouais, je sais pas, il lui reste 15 points de vie et il s'en prend 18, un truc comme ça, Mhm. d'un coup. Ouais. Et donc à son tour, il se retrouve à terre. Peu de temps après Bertha. Mhm. Et donc Gigi est là. Margot, C'est ça. au secours. Bon, ben là, il y a Val qui prend ses dés, qui est là, ok. Bon, ben, ouf, réussi. Hop, il Mhm. récupère 2-3 points de vie. Valérie, en tant que médecin dans le groupe, n'a pas toujours été la plus efficace. Mais le système fait que c'est difficile. Oui, hein. oui, c'est vrai, c'est Voilà. vrai, c'est vrai. Et l'esclavagiste, le combat était très, très simple. Oh, j'étais très content de jouer mon esclavagiste qui a fait ho ho ho, parce qu'à la base, Valia l'esclavagiste, j'ai lu les caracs, et en fait, elle est vraiment censée être juste, elle est Entourée. faible, elle est entourée d'esclaves et tout machin, mais vous en aviez déjà poutré tellement lors de la séance précédente. Je me suis dit, vous êtes face à elle. Elle est pas très bourrine, mais elle a une bonne arme qui peut faire mal. Et je crois qu'elle a Et juste le temps de Grégorius, faire misérable gueux, préparez-vous à subir la souffrance. Et pff, Grégorius assure en un coup. voilà. Voilà. J'étais très content. Tout le monde, les joueurs étaient très contents. Le maître de jeu était très content. Que demander de plus? Et Valia, l'esclavagiste, était dead. Elle était morte. Donc on continue, on avance, on avance. Et c'est là qu'il y a la scène des magiciens qui préparent un sale coup. Ah, Et là, tu peux raconter. bah, en gros, une séance commence où Milena, qui est sur le champ de bataille, prend possession du canard de Faor pour communiquer avec lui. Je me suis dit, putain, ce canard, il est là depuis je sais pas combien de temps dans le groupe, autant qu'il serve à quelque chose. Et elle lui fait, bah, j'ai deux choix. Soit je vais vers le nord-ouest et j'interromps le rituel des mages qui allaient faire la tempête de feu. Ou alors, si tu veux, je peux désactiver la nécromancie de Gavrila. J'étais persuadé qu'il allait dire, mais alors tu défais la nécromancie de Gavrila. Et à ce moment-là, il me dit non, occupe-toi des mages. Ça aurait fait perdre 2 points de vie à votre armée. Alors, on ne rentre pas dans les détails des règles de bataille. C'est vraiment faire un jet d'opposition pour voir quelle armée gagne un peu plus, plus un jet de morale pour voir encore celui qui a perdu, il peut perdre encore plus, et ensuite des combats un petit peu aléatoires pour les gens qui sont dans la mêlée. Ouais. C'est plus ou moins ça, les règles de bataille. Et ça fonctionne, mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu ne te sens pas en contrôle. Et je crois que c'est le but au final. Bah, justement, c'est une guerre. Donc c'est normal que vous ne vous sentiez pas en contrôle. Et puis, voilà, on en arrive à la dernière séance, où j'avoue, c'est un petit peu fini en eau de boudin. Alors, on a eu plusieurs séances, on se disait que c'était la dernière séance, et là, on était là, ok, cette fois, ça sera vraiment la dernière. Et alors, déjà, on se retrouve face à Gavrila. Avec le boucher en tant que golem, tu vois. Voilà. Et il y a Franck. Et Franck. Et là, il y a un jet ultra important. Ouf. Alors là, sur le moment, quand la séance a commencé, je me suis dit, mais putain, mais en fait, tout le groupe va y passer. Parce que entre elle avec ses sorts, le boucher qui a les mêmes caracs que quand il était vivant, mais avec en plus une résistance parce que c'est un mort-vivant, et Franck qui est envoûté,
je me suis dit, en fait, le bon maître de jeu, qui se dit pas, qu'est-ce qui va se passer si Bertha ne réussit pas son jet pour retransformer Franck? Donc il y a tout un laïus avec Bertha qui Oh. essaye de persuader Franck de revenir de notre côté. Le côté clair de la force. Voilà. Et qui est là, ouais, non, mais il y a la. On Tu a, m'as prévu tu- une danse tu devant me donnes toujours une danse devant le à la stand des saucisses à la fête de Sol. Et Ouais. tu me dis, ouais, vas-y, fais-moi un jet de volonté ou de sociabilité à plus 15. Et je suis là, ok, mais je vais mettre mes derniers points de fortune Ouais. dedans pour être sûr de réussir ce jet. Raté. Raté. Et donc, à ce moment-là, Ça, c'était une grosse différence. il faut... Parce qu'en fait, à la base, il y avait un happy ending qui aurait pu arriver. On dit happy end parce que happy ending, c'est encore autre chose. C'est dans les massages, les happy Il y ending. avait un bon happy branlage qui aurait pu se passer à la fin du scénario. Ce qui n'a pas eu lieu, puisque donc Franck a été décapité par Grégorius, si je ne me trompe Ouais, pas. ouais. Et la pauvre Bertha a vu ainsi mourir son love interest. Tout à fait. Et puis vous vous retrouvez. Et franchement, alors, et là, je vais le dire, on est à la fin, à la toute fin, et j'en peux plus. Et je en me plus, dis, elle balance des morts vivants. Oui, alors, elle avait ce pouvoir-là qu'elle aurait pu lancer plusieurs fois. Elle relevait ses propres soldats en tant que morts-vivants, en rendant un point de vie à son armée, et l'armée causait de plus en plus de peur. Je viens de me rendre compte qu'on a oublié une scène. C'est la visite chez le boucher avec l'homme mouton. Ah oui, c'est vrai. On va pas complètement casser l'histoire de la bataille. Peu après le déluge, on a été voir si on pouvait trouver des choses intéressantes chez les bouchers. On arrive là-bas et on tombe sur les laboratoires de Gavrila et on tombe sur un homme mouton mort-vivant, donc avec un type. C'est pas la séance dont je suis le plus fier, parce qu'en gros, il y avait rien là-dedans. C'était juste pour... J'avais pas prévu, j'avais rien prévu ce soir-là. Et en gros, je me suis dit, Gavrila, elle a pris possession des infrastructures des bouchers. Elle a commencé à y reproduire les expériences de Tertius. Et donc, elle fait des golems de moutons, d'animaux et d'humains. Et moi, j'étais en plein Black Sheep. Hein. Voilà. Et très bon film à voir. Je sais pas à quel point... Oui, très bon, Black Sheep. Je sais pas à quel point vous avez apprécié cette séance, mais c'était débile. Parce que le monstre, déjà, je l'avais prévu un peu trop puissant. Il a fait des dégâts à Bertha avant la bataille qui ont changé certaines choses. Et on est tombé en plus sur des petits gueux qui nous ont fait plein de dégâts aussi. Alors ils étaient nuls, mais à chaque fois que tu fais un jet, il y a quand même une chance sur 3, une chance sur 4 qui blesse sérieusement. Oui. Effectivement, ça serait peut-être pu passer voilà. à la trappe, mais bon. Heureusement, Bertha fait de la bonne bouffe qui va récupérer 2 points de vie par jour. Revenons à la confrontation entre Gavrila et le groupe. Confrontation finale avec la salope qui t'avait volé traîné, qui t'a obligé à tuer ton homme. Ouais, elle m'a obligé à tuer Franck. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un événement. Parce qu'en fait, on n'a pas combattu le boucher au final. Non. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je me suis dit, ok. Parce que Milena s'est sacrifiée. Alors, Milena s'est sacrifiée pour tuer les autres mages. Et vous êtes là au milieu de zombies. Il y a Gavrila qui est avec le boucher en golem. Et je me dis, ok, soit on la termine ce soir. Et c'est un peu triste ce que je vais dire, mais soit on termine cette campagne ce soir. Ou alors, il faut relancer tout un combat épique. Mais l'armée des bouchers de Gavrila avait perdu tellement que je me suis dit, elle est en train de se dire, il faut que je me casse. Il faut que je retourne à Belleuil, il faut que je retourne dans le nord de la ville. Et je me suis dit, ça va être reparti pour 3 ou 4 séances, quoi. Et là, donc, elle monte sur son cheval. Ouais, elle monte sur un cheval. Et Bertha, dont la plus mauvaise caractéristique est le tir. Prend une arbalète par terre, parce qu'il y avait pas mal de mercenaires qu'on avait tués, qui étaient des arbalétriers experts. Prend une arbalète par terre, tire vers Gavrila, et je précise, je tire sur son cheval, et je réussis super bien, par chance. Et donc tu blesses son cheval,
Et ça, c'était quelque chose qui n'est absolument pas dans le scénario de base. Donc déjà, Gavrila n'existe pas dans le scénario de base, hein, je tiens à le dire. J'avais prévu une histoire, bon, on en parlera après, mais elle tombe du pont et elle tombe dans les eaux polluées de l'Azina qui proviennent de Imri le Haut. Elle était censée revenir en tant que... Tu avais prévu une deuxième forme. Voilà, elle était censée revenir en tant que le Nekolavi. Ce n'est même pas ma forme finale. Et puis je me suis dit, en fait, fuck it. Elle essaie de s'enfuir. Son cheval se prend un carreau d'arbalète dans le cul. Elle tombe dans la rivière. Tous les zombies tombent. Et je suis encore elle est morte comme... C'est fini. Elle est morte comme un méchant de Disney. Oui, il a fait... je me vengerai. Mais on a vu qu'il y avait quelque chose qui bouillonnait. Ah. Et tu nous as sorti la musique de la piscine, de pool, du soundtrack de Gremlins. Oui, à la base, elle était censée revenir. Et puis je me suis dit, on la gardera. On te gardera pour plus tard, Gavrila, mixé avec ton cheval. Et après, c'était la fête des Ewoks. Oui. Et c'était fini. Et donc, on a réuni toutes nos forces. Nous sommes victorieux. Et il y a eu un petit peu un effet. Et maintenant, qu'est-ce que vous devenez? Et je me souviens plus de ce que faisait tout le monde. Moi, je peux dire de moi-même ce qu'est devenu Bertha. Déjà, j'ai dit, je serais vraiment hypocrite de ne pas devenir une disciple d'Abel après toutes les fois où j'ai profité de ses pouvoirs. Donc, Bertha est devenue officiellement Diacre Bertha, une disciple d'Abel, Diacresse tout Bertha. en disant, Bertha, elle est une héros locale, mais son but, c'est juste d'être la cuisinière de la gueuse. Elle n'a pas d'ambition supérieure à ça. Et donc, Bertha, elle retourne à gérer la gueuse. Je t'avoue que je ne sais plus ce qu'ont dit les autres. Et moi, alors, Faor avait des ambitions. Faor, il a commencé à négocier avec les mercenaires pour dire on va prendre le contrôle de chaque quartier de la ville. Midcock, il nous a révélé qu'il nous volait. Oui. Et je crois qu'il voulait retrouver ses poussinets. Eh ben, ce sera pour la deuxième partie de la campagne Rêve de Poussinet. Rêve de Poussinet. Mais fin. Et je vous jure, quand ça s'est terminé, j'ai eu l'impression de passer à un caca qui faisait 6 kilos. J'étais en mode, putain, ça y est, c'est fini. C'est fini. C'était long. Hein. Ouais, c'était long. Il y a un moment, il ne faut pas trop exagérer. C'est parce que je l'ai voulu et on l'a voulu. Que dire de plus? À part maintenant, on parlait des mutations. Des mutations? Les mutations du scénario? Les mutations du scénario qui sont très graves. Et donc là, ça va être une découverte pour moi aussi. J'allais dire, je cherchais une transition. Mais non, en fait, disons que de notre point de vue, ici on a fini. C'était une grosse bataille, difficile. On a fait des bons jets. L'impact d'un point de vue règle des joueurs par rapport aux statistiques, je vais dire ça comme ça, ce sont les points de fortune. C'est ce qui change tout dans le jeu, c'est de pouvoir relancer ou se donner des bonus, sinon on mourrait au bout de 2 aventures. Un truc intéressant lors de la bataille finale, c'est qu'en fait vous ne pouviez pas utiliser vos points de fortune normaux. Vous pouviez décider qu'un héros de votre côté allait mourir. Et c'est arrivé une fois. Et Fadei le lion est mort pour rien. Parce qu'on arrêtait le jet de la relance. Voilà. Mais le seul... Voilà, c'est vrai qu'on avait des héros de notre côté aussi. Il y avait le chef du Lela Lela. Anton. Ce qui me fait me dire d'ailleurs qu'il y a une scène qu'on n'a pas racontée. C'est que Anton vous a un peu à un moment révélé qu'il avait une éducation magique. Ouais. Ce qui est de nouveau absolument pas dans le bouquin. Et c'est vrai qu'on a eu toute une scène où il y avait des gens qui voulaient massacrer le Lela Lela parce qu'ils disaient s'il y a eu un déluge, c'est une punition des dieux à cause de ces mutants. Et donc on a sauvé le Lela Lela. Le Lela Lela. Et donc dans les héros, on avait Anton, on avait le lion, Fadei le lion.
Et Le prêtre de Wéros. le prêtre de Wéros, c'est ça. Le prêtre de Je crois Wéros, que c'est tout, en fait. dont on n'a pas parlé. Moi, je m'étais dit, ouais, bah voilà, ils ont assez de points Bref. de destin Bon, avec ces Et personnages-là. là-dessus, à quoi était censé ressembler ce scénario de base? Gilus. Normalement, c'est bonjour, on est pauvre, on doit de l'argent au boucher. On va trouver de l'argent pour le boucher. Ah, on a une auberge qui nous a été donnée par notre amie qu'on aime beaucoup, Milena. Ah, ok. Comment, à quel prix vend-on la bière? Et puis, un nouvel ami arrive, le père Dimitri, qui peut soigner, que tout le monde aime beaucoup. Et puis, il y a les méchants magiciens qu'on n'aime pas, qui arrivent, mais on est obligé d'un peu travailler avec eux. Je suis désolé, c'est vraiment... c'est très très simple. Le Nokolavi. Le Nokolavi. Ouais, Le cavalier fondu sur son cheval. ouais. Ça n'existe absolument pas. Ah oh, vraiment? Ça n'existe absolument pas. Quoi, tu l'as inventé ou Non, le Nokolavi, c'est un monstre du folklore écossais. Ok. Et j'avais entendu une émission, avant une partie de jeu de rôle, j'avais entendu une émission sur le Nokolavi. Et je me suis dit, putain, ça va être trop marrant. Vous étiez déjà en train de partir sur une fausse piste. Tu nous l'as teasé à un moment où on a été dans un temple du de la prêtre mer. de l'eau. En gros, vous avez à fond joué sur les prêtres des 9. Ils sont sages. Des 10? Les prêtres des 10, oui, les prêtres des 9, c'est dans... Il faut qu'on aille leur parler. Ils n'avaient rien à dire. Tous les prêtres de l'ancienne religion sont des arnaqueurs. Ce sont tous des... les dieux, les 10 n'existent pas. Ce sont Oula, tous... spoiler. Il n'y a qu'un seul dieu qui existe vraiment, c'est Abel, Ok. qui a vraiment des prêtres. Et vous êtes censé vous rendre compte de ça et devenir copain du père Dimitri, qui, lui, a vraiment des pouvoirs. Je vais te de dire un prêtre. truc très clair. Moi, la conclusion que j'ai tirée Mhm. des histoires d'Abel, Mhm. c'est que derrière le culte d'Abel, il y avait quelque chose, un démon qui essayait de créer un culte et qui donnait des pouvoirs aux gens Je ne pour prouver sa divinité. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Parce qu'en fait, dès le moment où j'ai vu que vous aimiez pas Dimitri, je me suis dit, ça va être excellent. Je vais en faire un cultiste. En fait, le problème de Dimitri, il est extrêmement simple. Et c'est ce qu'on a vu chez tous les prêtres d'Abel. C'est qu'on lui donnait un doigt et il prenait un bras. Mais bien sûr. Et Mais bien sûr, parce qu'il sait qu'il a, il a la croyance de Dieu envers lui. Mais à un moment, je me suis dit, ils vont comprendre qu'il est le seul à pouvoir vraiment lancer des sorts de soins, que aucun prêtre des autres dieux ne fait de miracle. Parce que je me souviens, tu vois, là je fais du metagaming de joueurs, mais dans les premières parties, genre, je crois que la première fois qu'on était soigné par un prêtre d'Abel après avoir attaqué le manoir de Quintus, tu nous dis un truc du genre, ouais, ça ressemble vraiment à la magie des magiciens en fait. Et donc moi je me suis dit, au début je me suis dit, les prêtres d'Abel, ce sont des magiciens qui font croire qu'ils servent un dieu. Et après, j'ai eu l'impression, c'était ancré en moi qu'il y avait quelque chose de sombre derrière le culte d'Abel. Écoute, si je pouvais ouvrir un portail et envoyer une claque à moi-même il y a 2 ans et demi... Tout en gardant en tête que tous les prêtres d'Abel, pour moi, tous les prêtres d'Abel étaient de bonne foi, oui. mais qui servaient une entité mauvaise. C'était comme ça que j'ai toujours interprété ça. C'est pas compliqué. Dans les deux plus grosses variances dans ce scénario, c'est que normalement, vous êtes vraiment censé devenir copain avec Dimitri et vous dire, putain, le culte d'Abel, c'est vraiment des gentils, mais ils sont persécutés. Et tu ne l'as vraiment pas... En fait... Mais... alors je vais te dire, fuck it. Tu ne l'as présenté comme ça par rapport au prêtre qui est devenu le golem, qui venait aider les gens de Imri le Haut. Là, moi, je me suis dit, oh putain, ouais, non, ils sont bien. Mais le
le père Dimitri, il a vraiment, il a vraiment Oui, été vu par c'était- tout le groupe c'est- comme un manipulateur. C'était Raël. Eh ben oui, tout à fait. C'était Raël. Eh ben, j'ai C'était adoré, Raël. je te jure, j'ai adoré le jouer comme ça. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, bah, cet arc-là, il est mort. L'histoire de nouveau du nœud que la vie, c'est simplement, vous êtes en train de partir totalement sur une fausse piste. Une turbo fausse piste. Et je t'avoue qu'à ce moment-là, moi j'étais en mode, ok, s'ils veulent partir sur une fausse piste, let's go, quoi. Et donc vous allez chez le prêtre d'Océane parce que le méchant golem, Il nage. il nage dans le canal. J'étais vraiment en mode, mais putain de merde. Et je venais de voir une émission sur le nœud que la vie. Monstre mythologique Écossais. Rien à voir. Mais j'aimais bien ce... Est-ce qu'il a dit coucou, je suis coincé? Non. Moi, j'étais en mode, il est trop cool. Écrivez dans les commentaires Et- coucou, je suis coincé. et je me suis suis le dit- nœud que la vie. C'est une rumeur populaire. Et s'ils veulent s'enfoncer dans cette rumeur populaire jusqu'au bout, il y avait du remplissage. Hein. Il y avait des soirs où je me disais, mais je ne sais pas ce que je vais leur faire masteriser ce soir. Et puis vous étiez en mode, oui, on va lui parler au prêtre de Kian. Et en fait, la seule chose qui ressortait de cette putain de séance, c'était que Gigi avait un collier en moule, Oui. et où il était persuadé que ça allait le protéger, mais en fait, non, rien du tout. Est-ce qu'il n'y a pas un Les- moment où ça l'a vraiment protégé? Euh, En fait, c'était une question d'interprétation, parce que la séance du déluge, Gigi n'était pas là, Ah, c'est et pas donc faux. Midcock a été emporté par les flots, Mhm. et le fait qu'il ait survécu, c'est comme ça que lui nous l'a présenté, il a Mhm. dit c'est grâce à la moule de Kian. Le nombre de choses qui sont pas censées être dans le scénario, vous n'avez aucune idée. Tout le début, alors, le fait de passer par l'île des Anciens avec Gran Quan, ça n'existe absolument pas. Absolument pas. Dans le livre, c'est Meilleur personnage, Ranquan. les aventuriers, ils vont être obligés de passer par l'île des Anciens pour aller à Beloy. Mettez en scène peut-être des moments où ils peuvent parier de l'argent et tout. L'île des Anciens, elle n'est même pas décrite, quoi. Et donc moi je me suis dit, mais putain, c'est le Las Vegas de Kirov. On va leur faire jouer des trucs. Et Donc, James, si jamais le supplément Rêve de gloire 2 contient 3/4 de nos idées, eh bien, nous demandons des droits d'auteur. ne demande rien, ne demande rien. De nos Mais- idées, de ces idées, Non, évidemment. non, moi j'adorais ce principe que l'île des Anciens, c'est C'est Las la Vegas, hein. liaison entre la partie pauvre de la ville, la partie riche de la ville, et c'est le Las Vegas. Est-ce que l'homme poisson, Dunwich, est dans le scénario? Non, absolument pas. À la Et base, Olga. Olga existe. Ok. Olga existe et vous êtes censé devenir ami avec elle. Ah oui. Ouais. Ok. Elle fait partie des factions que vous pouvez recruter à la fin. Oh. Mais vous l'avez tuée. Et donc, bravo. Bravo les aventuriers. Très bien. Dunwich est à la base, donc l'homme poisson que vous croisez dans le deuxième scénario, adolescent, et qui est traîné comme esclave pour aller se battre dans les arènes. Il n'existe pas dans le scénario. Moi, je m'étais dit, ça va être une bonne scène pour montrer qu'il y a des mutants et qu'on les fait se battre de force dans les arènes. Et puis, je les fais revenir en me disant, bah oui, Olga, la vendeuse de drogue, elle aura besoin d'un garde du corps pour faire face à Grégorius. Ouais. Gilus, est-ce que tu te rends compte que tout ça n'était qu'une illusion et que tous les bons moments du Tout ça scénario n'est qu'une histoire, ce n'est pas historique. étaient faux? Quoi? Complètement faux. Franck n'existe pas Quoi? dans le scénario. Franck n'existe. Pourquoi, Franck existe dans mon cœur. pourquoi est-ce que tu crois qu'il s'appelle Franck? C'est parce que je l'ai inventé le soir même en disant que c'était l'homme de main principal de Piotr le Boucher. Tu vois? Ok. Je sais, ça fait beaucoup à encaisser. Alors, en fait, pour moi, tout ça est une leçon pour vous, chers spectateurs. C'est quand vous lisez un Ne scénario. faites pas de jeu de rôle, ça Non. n'est que du mensonge. Quand vous lisez un scénario, extrapolez, inventez vos propres parties. Tu sais, le C'est- truc, c'est pour moi, ça c'est une leçon de mastering. la plupart du temps, en plus, c'était même pas prévu, c'était inventé à la volée, quoi. Rurik, le boulanger, est un personnage
qui n'existe que dans la scène où vous êtes à la poursuite du golem. Hmm. Parce que Rurik le boucher a trouvé une des filles mortes Le boulanger. Ouais. et a ramassé son Collier. son collier. Et puis je me suis dit, je vais faire revenir ce personnage. Et s'il doit y avoir un traître dans la dernière partie, et Prenez les notes. franchement, Rurik le boucher, Le boulanger. Rurik le boulanger, c'est un personnage que j'aurais bien voulu. À la base, il était censé vous trahir et partir en bateau, voler un bateau et aller. Attends, tu vas me dire que Jean-Mich, le batelier mutant, Mhm. et Majovic le vendeur de chapeaux, et le vendeur de chapeaux, non qui parle comme et le... Marty McFly, enfin Et- non, l'ancêtre de Marty McFly n'existe pas. Ah ben si. Quoi, dans le livre, il n'est pas écrit, et alors il parle comme l'ancêtre de Marty McFly Taratata. Les deux, dans le les troisième deux film. mutants avec leurs gosses dégueulasses que vous rencontrez dans le troisième scénario et qui parlent comme ça et qui se disent mais comment pouvez-vous faire sans chapeau? Eh ben, ils existent vraiment. Mais je ne sais Ah pas ouais. pourquoi. Sur le moment, je me suis dit, je vais leur faire la voix de Marty C'était très McFly bien. au Far West. C'était très bien. Je ne sais pas pourquoi ça me fait Je t'ai mourir de rarement rire. vu aussi hilar. Je sais pas pourquoi ça me fait mourir de rire. C'est voilà. Et puis et Madame Mérou, elle n'existe pas. Mérou. Et Kenovich et les joueurs d'échecs à la base, ils n'existent pas. Et ça n'est Si, que ils existent dans Cowboy Bebop. Kenovich. Non, les joueurs d'échecs. Et donc voilà, parce que maintenant, mettons les points sur les i. Quand vous avez tué le boucher, je me suis dit putain, je suis vraiment dans la merde. Parce que ce soir-là, je mets en place cette scène où il y a le boucher qui arrive et qui est blessé, qui est en train de vous bully un petit peu. Et dans le scénario, il est mis vraiment. Maintenant, si les aventuriers veulent essayer de le buter, c'est le moment, c'est l'instant. Et faites-leur comprendre ça. Et si jamais ils doivent le buter, eh ben, vous allez dans la merde en tant que maître de jeu. Et je me suis dit, mais moi, je suis prêt à ça. Pas de problème. Et le soir où vous avez buté le boucher, un peu comme une merde, j'étais en mode putain. Un peu comme une merde. Il y a Mio qui est morte, hein, quand même. Mio est morte, ouais, c'est vrai. Je veux dire, le boucher, il est mort d'un coup de bâton de Faor dans la tête. Quoi. À nouveau, ce n'est pas un système héroïque. Ce n'est pas un système qui est fait pour avoir des personnages invincibles. Et donc voilà. Et puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, alors, il faut un nouveau méchant qui ait un peu de présence. Et j'ai créé Gavrila, qui est une personne, une disciple de Tertius, qui s'est intégré, qui s'est dit, voilà, le gang des bouchers a perdu leur chef, je vais arriver. Et moi, je peux ressusciter, en fait. J'avais prévu plein de trucs, où en gros, elle animait des carcasses d'animaux, tu vois. Où vous alliez combattre des cochons morts. Il y a une histoire de cochons morts vivants, mais on ne les a jamais rencontrés au final. Il y a un moment, je me suis dit, il faut hâter les choses. Et voilà. Et puis même le boucher ressuscité en tant que golem, il n'a pas fait grand-chose. Non, c'est vrai que celui-là, tu l'as expédié, mais je pense que s'il l'avait mis en place, on serait mort. Oh putain, mais mec, Il faisait 2 attaques par tour, on à n'était plus plus 15. en état de combattre. Le boucher, on l'a tué parce que il était déjà blessé et qu'on était tous prêts et full. Là, on n'était pas tous, on était tous blessés. Et, il y a un moment, voilà. je me suis dit, ils ont bien mérité leur happy ending. Et c'est comme Happy ça. End. Voilà. Happy ending, c'est une branlette à la fin. Ils ont du bien massacre. mérité leur happy brawling. Et voilà. Et puis, j'espère. Est-ce que ça t'a plu, Oui. Rêve de gloire? Moi, Même si ça a beaucoup. duré très longtemps, beaucoup plus longtemps. Normalement, je te jure que ce bouquin, qui est épais d'1 demi-centimètre, c'est 5 séances de jeu de rôle à la base. J'ai transformé un scénario linéaire en un bac à sable. En fait, et je ne sais pas, est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que j'ai mal fait? Alors déjà, on va être honnête, on fait des séances de jeu de rôle assez courtes. On fait 2 heures, 2 heures et demie tous les mardis soirs. Tous les mardis. Donc c'est une bonne séance de jeu de rôle, c'est 3-4 heures. Donc on fait des séances relativement courtes. Mais donc ces 5 séances, on les a fait en quoi? Putain, 50 séances? Ouais, un truc comme ça. Un truc comme ça. Facilement 50 séances. Hein. Nous avons rajouté
à cette aventure, somme toute très classique, un homme-tronc qu'on a essayé de lancer dans les égouts pour aller... On l'a oublié. Oui. Ah oui, on n'a pas parlé. On n'a pas parlé de Donc, l'homme-tronc, de la bûche de Kirov. Un moment où on se dit, ah oui, on doit rentrer dans le bâtiment des gardes qui s'étaient planqués pendant la guerre, et on va lancer par la fenêtre un homme-tronc qu'on a baptisé la bûche de Kirov, et qui va ouvrir la porte de l'intérieur. C'était une fin de soirée où on était complètement sous. Il y a un moment, quand les joueurs sont bourrés, et que le maître de jeu est bourré, il y a des choses qui se mettent en place. Et la bûche de Kirov, il y a un moment, ils me disent, oui, il faut qu'on passe par les égouts, il nous faut quelqu'un, je crois que Gigi a dit, qui rampe comme un petit verre. Et j'ai dit, mais, oh là 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 là, ils sont des mutants. Ils ont un cul-de-jatte nain qui pourrait presque passer dans un WC. Je m'excuse. Oui. Je m'excuse. Oui, non, mais tu as raison. C'est moi qui vais emporter le blâme. Et la bûche de Kirov est devenue un personnage très important. Ainsi que... attends, parce que maintenant je suis en train de réfléchir. Combien de choses n'existent pas dans le scénario? Monsieur Ranquan. Évidemment. Mais ça, on le savait. Le vendeur de sextoys. Mais ça, on le savait aussi. Enfin bon. Et au final, tout s'est bien déroulé. Oui. J'étais très content. Je suis vraiment étonné que Bertha ait vécu du début à la fin. C'était normal parce que mon cher ami Bertha, c'était le personnage principal de cette séance. Quand Grégorius a décidé d'enterrer les statuettes autour de l'église d'Abel à Imry-le-Haut, je me suis dit, putain, là, c'est parti. Parce qu'en fait, maintenant, on ouvre les vannes, on ouvre la boîte de Pandore. Le déluge, il doit avoir lieu dans le scénario. Il doit avoir lieu, que ça arrive parce que... alors, bon, c'est un peu moche de le dire comme ça, mais si vous tuez pas Sextus, et que Milena ne pète pas les plombs, c'est les autres méchants qui l'attaquent dans ses rêves. C'est la technique de magicien, comment ça s'appelle? Forcer une carte, c'est ça, quoi. Honnêtement, bonne technique de maître de jeu. Et quand une scène doit avoir lieu, elle est réinterprétée d'une façon ou d'une autre, c'est bien. C'est pas une mauvaise chose. L'histoire de l'apocalypse sur Ascanov, c'est vraiment pile tu crèves, face tu meurs, quoi. Ouais. Et donc, en gros, si c'est pas vous qui tuez Sextus, c'est les autres mages qui font une espèce d'assaut dans leur rêve pour lui faire péter un plomb. Il faut que ça arrive. J'étais très 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 content que Grégorius fasse en sorte que me donne cette excuse de je vais enterrer les statuettes chez les zélotes et ça va lui faire péter un plomb, etc. etc. Et que dire de plus sur Rêve de gloire? Si ce n'est que c'était bien. C'était très bien. C'était très bien. Et je te l'ai déjà dit, moi, si j'avais été maître de jeu à ta place, tout en gardant l'idée bac à sable, j'aurais fait la moitié des séances. Et il y a vraiment des moments où j'aurais été là, ok, maintenant, vous devez faire ça, allez-y. Et moins laisser dire, qu'est-ce que vous faites? Et nous laisser 5 séances où on fait des choses qui n'ont rien à voir avec le scénario. Je sais, mais ça vous plaît quand je vous dis qu'est-ce que vous faites? Alors peut-être pas à toi, parce que... Honnêtement, pas... Je veux dire, il y a juste des moments où... Je veux dire, honnêtement, il y a des moments où j'ai pas envie de faire 2 séances juste pour réparer le toit de l'auberge. Ouais, mais t'es prêt à faire 2 séances pour choisir les couverts que vous allez mettre sur les tables de l'auberge. Mais... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je veux bien qu'il y ait de la gestion et qu'il y ait des trucs, mais il y a juste un moment où je trouve que tu aurais dû un petit peu couper dans le gras.
et nous faire avancer plus vite. Je sais. Je sais. Et Et je je te l'ai sais, déjà franchement. dit et je le Et répète aussi. c'est l'histoire. Tout ça est incarné par la séance de on va chez le prêtre des océans choper un collier de moules et je vous dis vous voyez que sur la tapisserie il y a un le cavalier vie. fondu dans son Ah non, et vous vous êtes dit putain c'est super important et j'étais en mode putain non c'est juste une Ah, fausse mais- piste. je veux dire, moi là j'ai vu Fusée de Tchekhov, hein. Mhm. Fusée de Tchekhov. Mais elle était censée revenir. Elle était ça. À un moment, j'ai coupé court. Je te jure que j'avais tout prévu. J'avais prévu à la base que ça pouvait être le boucher qui allait prendre la drogue de Olga et qu'il essayait de s'enfuir avec toute la drogue de Olga, avec qu'il allait devenir le ses Nicolas chevaux, qu'il allait tomber Ok. dans la flotte Je, et je- qu'il allait se transformer. Et j'avais déjà prévu que j'allais vous sortir une énorme figurine. je pense que tu aurais pu nous faire le nœud que la vie finale sans faire vraiment un combat. Je crois qu'il y aurait eu moyen. Vous avez eu droit à la musique The Pool de Gremlins. Et j'ai fait style oh, ça s'en va. Et c'est vrai que vous avez tous dit ouais, bon, bah, elle va revenir un jour, mais bon, Voilà. je ne sais pas si Là-dessus, si Brigandine reviendra un jour. ouais. En fait, moi, si jamais ça devait revenir, je ferai un nouveau personnage. Parce que Bertha, elle a eu son arc de personnage. Tu vas pas faire Bertha aux cheveux blancs? Non, il n'y a pas de retour à Bertha. Bertha la Silver Fox? Bertha a eu son arc de personnage, elle a eu un final. Bertha, elle est finie. Voilà, c'est nickel. Encore une. Enfin, Mais moi, je serais prêt à rejouer non, pas. à cette ambiance médiévale crasse avec Mhm. une magie insidieuse et superstitieuse. Moi, Brigandine, de manière générale, je serais prêt à y jouer. Bah écoute, c'est parti. La semaine prochaine, on fait Brigandine V2. Je ne te crois pas. Et c'est reparti pour 2 semaines. Non, le truc, c'est que c'est très très chouette. Je sais que le monde de Brigandine est devenu beaucoup plus vaste avec la nouvelle édition. À nouveau, pour moi, c'est une très bonne alternative française à Warhammer. Mhm. Mais je pense que l'espace et les étoiles nous appellent, car bientôt Feddington va commencer, Ouais. recommencer, et voilà. Mais en attendant, moi, pour le moment, je vous fais du ta gueule c'est quantique. Un petit jeu de rôle pas très Voilà. connu. Sans rentrer trop dans le détail, donc il y a beaucoup de choses qui ont été débloquées pendant le financement participatif. Je vous ai déjà remercié et je vous remercie pour tous ceux qui ont participé. Franchement, c'était vachement bien. Et si vous n'avez pas eu les moyens la première fois, on sera en convention. Il y aura des moyens de racheter le livre plus tard. Et c'est pas le livre, c'est les livres. Parce que maintenant, officiellement, il y a un livre 2 de Brigandine. Il y a un livre 2 de Ta gueule c'est quantique qui est écrit. Parce que le deuxième livre, nommé Réalité alternative, est écrit avec 2 chapitres de conseils, 3 scénarios supplémentaires en plus des 4 scénarios qui sont en livre de base, et 21 scénarios apéro, 2-1. dont le scénario Nessie en péril. Regardez, c'est parce qu'il porte ses lunettes, hein, mais regardez ses gros cernes en dessous de ses yeux. J'ai beaucoup travaillé dessus pour le moment. Et donc on est en train de préparer tout ça, ça avance bien. Il y a des super illustrations de Rachel, et vous verrez tout ça quand ce sera sorti, et je pense qu'on fera des histoires au coin des 20, Ta gueule c'est quantique, pour raconter les histoires. On a fait Il est temps. ici l'aventure de l'administration belge. l'administration belge, exactement. Et je pense que le scénario de l'administration belge va être très agréable à masteriser et à jouer pour des Français. Parce que c'est un peu extraterrestre, hein, quand même. Ouais. Et voilà. Et donc, là-dessus, si jamais vous voulez nous aider à continuer à faire ces vidéos, ça nous aide et ça nous motive de recevoir des dons sur Tipeee. Donc, vous êtes déjà pas mal à nous donner là-bas. Et n'hésitez pas, ne fût-ce que mettre 1 euro, ça change déjà la donne. C'est vrai. On vous met tous à égalité, c'est une seule contrepartie.
n'hésitez pas à mettre des commentaires. Vraiment, c'est bon pour l'algorithme. C'est bon pour les hémorroïdes. Mais non, mais c'est-à-dire que effectivement, commenter, visiblement, ça aide vraiment, en fait, pour qu'on soit un peu présenté sur la devanture YouTube d'autres personnes. Moi, je déteste faire ça, mais s'il vous plaît, les pouces, la cloche, les commentaires, j'aime bien Nurgle. Écrivez, j'aime bien C'était Nurgle. malsain. Et je tiens d'ailleurs à dire bonjour à un nouveau public qui débarque depuis quelques mois, qui est le public d'Hagerheart. Oh. Parce que, comme j'ai Bienvenue. fait beaucoup de pubs pour Daggerheart depuis la bêta anglaise, maintenant que le jeu va officiellement sortir en français, il y a pas mal de gens qui voient les vidéos qu'on a fait sur Daggerheart et qui viennent sur le Discord, qui viennent voir nos vidéos, etc., etc. Et donc, bonjour aux gens qui nous ont découvert grâce à Daggerheart. C'est génial. Moi, j'adore être regardé par des gens qui font du Daggerheart. Allez voir l'Odyssée des Seigneurs Dragons, c'est cool. Oh, putain, ouais. Putain, franchement, oui. Et sur ce, les amis, on vous dit à la prochaine. Et vivez bien, vivez avec passion.